pour cette séance du séminaire Innover en management, qui est organisée par le Cercle de l'innovation et par MLab, qui est une équipe de recherche de DRM, Dauphine Recherche en Management. Et pour cette séance, on a en fait un binôme d'organisation avec mon collègue Serge Perrault. Je vais lui laisser un peu dire pourquoi il est aussi en soutien de ce qu'on va partager aujourd'hui. Et donc, on a le plaisir d'accueillir Romain et Clément Meyer, qui sont alors sinon les initiateurs, du moins les représentants, enfin le binôme choisi, élu parmi N candidats pour faire l'Odyssée managériale de cette année. Et donc, ils vont partager avec nous les résultats de cette Odyssée. Voilà, donc on est ravis que c'est attiré tout ce public aujourd'hui. Je vais laisser Serge dire un petit mot peut-être pour expliquer deux, trois choses, pourquoi on a organisé ça ensemble. Merci Albert. Quelques mots très rapidement. Donc, moi, je suis responsable du master Conception Innovation en Management qu'on a lancé il y a 3 ans à Dauphine. On a ce matin avec nous la 4e promotion du master. Et dans une partie du job d'un responsable de master, c'est de s'ouvrir un peu sur un écosystème. Alors, on a déjà des super écosystèmes en interne avec le Cercle de l'innovation, avec l'équipe de recherche MLab. Et puis, un jour, je reçois un mail de l'Odyssée managériale. Je me dis, tiens, mais je ne connaissais pas ce truc-là. Donc, on s'est vu. Le projet avait l'air vraiment intéressant. Puis évidemment, sur la thématique du master. Et donc, on a décidé d'être partenaire de cette Odyssée. D'ailleurs, la photo que vous voyez là, les 2 frères Meyer qui sont en train de sauter en l'air sur une étendue de glace, et ben, c'est un moment où on s'est croisés en Islande. En février dernier, on avait choisi un bon moment pour aller en Islande. Hein, c'est toujours mieux au mois de février. On est arrivé en pleine tempête de neige. Et donc, on s'est retrouvés entre les étudiants de la 3e promotion de CIM lors d'une Learning Expedition et puis une partie de l'Odyssée managériale en Islande. Donc, ça a été une occasion de se retrouver et d'être partenaires pour ce beau projet que nous renouvelons avec le prochain duo d'ailleurs. Voilà. Donc, je vais laisser Romain et Clément se présenter plus en détail. Juste, on va terminer à 10h30 précise. Un certain nombre d'entre vous ont prévu d'autres choses dans la journée. On va respecter ça et éviter que les gens ne se lèvent alors qu'on n'a pas fini. Et puis, je crois que dans votre diaporama, vous avez prévu des moments d'échange. Donc, je serai un peu le gardien du temps, mais voilà, il y aura plusieurs moments d'échange et non pas un exposé d'une part et la discussion après. Donc, je serai peut-être amené à freiner un peu les enthousiasmes s'il y a trop de questions. Mais enfin voilà, on va gérer et il y aura un replay en audio qui sera disponible après pour vous et pour ceux qui n'auraient pas pu venir, puisqu'on a fait le choix de maintenir en présentiel. Il n'y a pas d'hybride, il n'y a pas de comodal, il n'y a pas de... Voilà, on s'est dit, tant pis, il faut qu'ils viennent, même si ça pique un peu tôt le matin. Mais voilà, Clément et Romain, merci et je vous passe la parole. Merci à vous. Bonjour à tous. Et merci beaucoup Albert, Stéphanie et Serge pour avoir préparé cette très belle conférence. On va se présenter rapidement. Donc on est frères, comme vous pouvez le voir. Je fais 20 cm de moins que mon frère, mais c'est comme ça. Moi j'ai 25 ans, je suis arrivé à l'Université Paris-Dauphine à 18 ans. J'ai fait toutes mes études ici. J'ai fait le master MIB, dont la directrice est ici, Madame Haas. Et puis j'étais en alternance l'année dernière dans une start-up qui s'appelle Lita. Je gérais des levées de fonds pour des start-up sociales et environnementales. Et puis cette opportunité de l'Odyssée est arrivée. On va vous présenter un peu ce qu'est l'Odyssée managériale. Et la même semaine, j'ai eu une proposition de CDI pour ma start-up et la possibilité de faire l'Odyssée. J'ai tout de suite appelé ma manager et dit je vais faire l'Odyssée. Et donc on a eu 3 phases avec Clément, une phase de levée de fonds pendant 4-5 mois pour préparer le voyage, une phase de voyage pendant 6 mois et maintenant une phase de transmission de tout ce que nous avons appris pendant l'Odyssée. Je laisse Clément se présenter. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Clément, comme on l'a dit, je suis le petit frère des 2. Je suis encore étudiant, je suis à l'EM Lyon en école de management. Je suis vraiment, depuis que je suis rentré dans cette école-là, à l'EM, je me suis rendu compte qu'on nous apprenait beaucoup de choses.
sauf les questions de management. Et donc tout de suite, je me suis beaucoup intéressé à ce sujet-là, j'ai trouvé ça passionnant. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses à aller chercher, des nouveautés, des nouveaux cours à faire. Et donc on a décidé de se lancer dans cette aventure. On va vous raconter tout ça, on va vous expliquer aussi le déroulé parce que le but c'est que ça soit hyper interactif. Nous c'est comme ça qu'on voit cet échange-là. Et donc on va vous présenter tout ça. Avant de commencer, on trouve ça important d'appliquer aussi les pratiques qu'on a vues pendant le voyage. Et une des premières pratiques qu'on a vues, c'est la pratique du check-in. Est-ce que vous connaissez ? C'est ça. En fait, la pratique du check-in, ça se fait beaucoup au Canada. L'idée, c'est de commencer les réunions en donnant notre état émotionnel, juste en expliquant comment on arrive à cette réunion-là. Et ça permet après, dans la discussion, de beaucoup mieux comprendre les personnes et d'être parfois plus bienveillant en fonction des échanges qu'il y a. Donc nous, on va commencer par ça. Et après, on a fait un petit WooClap. Je ne sais pas si vous connaissez l'outil WooClap. Et le but, c'est que vous puissiez donner aussi, vous, un mot ou deux mots sur l'état dans lequel vous arrivez à cette conférence, quel est votre état d'esprit, comment vous vous sentez ce matin. Donc, je vais commencer par mon état à moi. Nous, évidemment, vous en doutez, il est 8h30, un petit peu tendu par cette réunion. C'est vrai qu'on commence les conférences, on en a fait plusieurs, mais là, on commence à vraiment parler de tout ça. Et donc, évidemment, il y a un petit track avant chaque conférence. Et en même temps, je suis hyper heureux d'être en face de vous. Je suis hyper heureux d'être en face d'étudiants parce que je trouve ça trop important, ces sujets. Et je suis trop content qu'on puisse partager tout ça. Et je suis aussi très heureux d'être en face de professeurs et de professionnels. Je trouve que ça demande une vraie ouverture d'esprit de pouvoir écouter des jeunes. Et donc, je suis très heureux de ça, d'être en face de vous finalement. Allez, à moi pour le check-in. Moi, je suis très heureux aussi d'être là. Un peu stressé, c'est normal. Mais aussi très fier parce que je suis arrivé ici à 18 ans. Alors, si on m'avait dit que je donnerais une conférence après mon Master 2 ici, je ne l'aurais pas cru. Donc, je suis très content. Et aussi très, très heureux d'être avec vous. Et j'ai hâte de savoir ce que vous pensez de ce qu'on a découvert. À vous de faire un petit check-in. Vous avez juste à scanner un QR code ou aller sur WooClap sur Internet et mettre le code cercle 22. Et on veut juste savoir comment vous allez ce matin. Si vous êtes fatigué, si vous êtes stressé, si vous êtes heureux, si vous êtes excité. Ouais. Delighted, cool, enthousiaste. On a que des gens très heureux ici. C'est top. Ah, quand même. 8h30. Cercle 22. Détendu, intéressé, concentré, fatigué mais intrigué. Super ça. Fatigué mais fier de vous, on adore. Top, génial. Ouais, non, ça c'est vraiment on va en parler, mais c'est vraiment une super pratique qu'on a découvert le check-in. Ça permet de bien comprendre l'état émotionnel de chacun avant une réunion. Clément en parlera, mais ça permet d'être plus agréable lorsque les personnes sont fatiguées ou plus compréhensifs. Et c'est parti. Allez, on va vous présenter un peu ce qu'est l'Odyssée managériale. Alors l'Odyssée, c'est une association qui a été créée il y a 2 ans par Thibaut et Romain et Léo et François, qui sont les fondateurs d'une première association qui s'appelait les Baroudeurs de l'innovation managériale. Et le but de l'association, il est très simple, c'est d'envoyer 2 étudiants parcourir le monde pour aller découvrir des pratiques de management innovantes. Ça, c'est la première mission. Et la seconde mission, elle est très simple aussi, c'est de s'attacher à créer un écosystème pérenne de personnes engagées pour un meilleur management. Ça, c'est la mission de l'Odyssée managériale. Avec Clément, on est le 2e duo. On a été recruté l'année passée à peu près au même moment. Alors, les caractéristiques du voyage, c'est 6 mois de voyage, 8 pays traversés. Romain, il vous expliquera juste après les 8 pays parce que ça a quand même son importance. On a rencontré 100 entreprises. Là, c'est un point où on aime bien s'arrêter parce que il y a sûrement dans la salle des entreprises de plus ou moins grande taille.
Nous, on a vraiment décidé d'aller voir des entreprises très diverses. Donc on a vu des très grands groupes, des toutes petites entreprises, on a vu des hôpitaux, on a vu des écoles. L'idée, c'est de varier le format des entreprises qu'on voit, et c'est ce qui fait aussi la richesse des rencontres qu'on a pu avoir. On a interviewé 200 collaborateurs, donc à chaque fois, c'est des échanges qui durent assez longtemps. Et donc là, vous voyez, hein, c'est un peu un aperçu des personnes qu'on a pu voir. Là encore, on a essayé de varier. Donc on voit des managers, évidemment, des dirigeants d'entreprise, mais c'est aussi bien d'avoir de l'autre côté, l'autre avis, d'aller voir les collaborateurs, les gens qui sont managés. Et d'ailleurs, généralement, les entreprises où il y a les innovations managériales qui sont les plus fortes, les managers, ils acceptent de manière très transparente qu'on aille discuter avec les collaborateurs, avec les personnes qui sont managées. Donc c'est déjà un super moyen de sentir s'il y a de l'innovation managériale. La personne que vous voyez au milieu, c'est Frédéric Laloux, vous connaissez peut-être, donc, qui est l'écrivain de Reinventing Organization, qui nous a beaucoup inspiré dans notre voyage et qu'on a finalement réussi à rencontrer. Alors le tour, on a commencé, on a en fait préparé ce tour pour échapper au Covid, qui était encore présent l'année passée. Donc on a commencé par la Norvège, ensuite on est allé en Islande avec le Master Sim, comme l'a dit Serge. On a filé à Rio de Janeiro, après en Colombie, après au Canada, après aux États-Unis, et après on a traversé pour arriver en Corée du Sud et finir par le Vietnam. On a notre petite vidéo finale qu'on a sortie la semaine dernière. On est très fiers, on est impatients de vous la montrer. Vous allez nous dire ce que vous en pensez. Si elle veut se lancer. Elle est trop lourde. La mort de l'Odyssée managériale. On va essayer à 300. On va essayer à 320p. Super. La mort de l'Odyssée managériale. Grand plaisir de retrouver aujourd'hui à l'antenne d'Airzen Radio nos deux jeunes globetrotters qui font le tour du monde. On vous parle depuis le Canada. Bienvenue en Corée du Sud. Première conférence à l'université de Reykjavik, on a présenté un peu ce qu'on avait appris en Norvège et on s'est régalé. Ouais, petite vidéo. Cool. Vous avez vu le logo du Master Sim ou pas? Important, hein. Ok, et ce que je vous propose, c'est de vous donner un peu les objectifs de la conférence. Alors avec Clément, on a décidé de la découper en 3 grandes parties. La première, on a envie de vous présenter, on a décelé en fait, à travers toutes les interviews des différents salariés, managers,
que nous avons rencontrés, les besoins exprimés par les salariés pendant ce tour du monde. Et on veut surtout vous donner les pratiques des entreprises pour répondre à ces besoins. Donc on en a 3 et on va vous donner plusieurs pratiques. Alors la deuxième partie, c'est on veut vous parler d'un exemple de transformation managériale qu'on a vu en Islande. On en a vu plusieurs pendant le voyage. En conférence, on a souvent cette question, mais finalement, ce que vous nous montrez, ça marche dans les autres pays. Pourquoi ça marcherait en France ? On a une culture qui est particulière. Et donc, ce qu'on veut vous montrer ici, c'est en Islande, une entreprise qui est passée d'une culture de contrôle, de méfiance totale, à une culture petit à petit de confiance avec ses difficultés. Donc, on veut vous expliquer ce chemin-là. Pour nous, c'est un exemple pertinent. Et ça montre aussi que l'innovation managériale, c'est partout. C'est aussi en France. Et la troisième chose dont on voulait vous parler, c'est nos lignes de convergence. Finalement, avec notre avis à nous, tout ce qu'on a vu, quels sont les gros points qui ressortent de tout ce voyage. Et on vous parlera aussi à un moment de la posture des managers. Dans les besoins communs exprimés, il y a une manière d'y répondre, et il y a une posture de la part des managers. Et on veut vous parler de ça. Juste dans notre posture à nous, évidemment, vous le voyez, on est jeune, donc on n'a pas énormément managé et ça peut revenir parfois. Notre posture, c'est une posture d'humilité. On est là pour vous raconter ce qu'on a vu, donner notre avis aussi parce qu'on trouve ça hyper important. Mais évidemment, on n'est pas là pour vous apprendre votre métier. Je parle notamment aux professeurs, aux professionnels et c'est pas du tout le but. Voilà, et le but, c'est que ça soit interactif. Donc il y aura des temps de questions. N'hésitez pas à poser vos questions. Donc on commence avec les besoins exprimés en commun par les salariés dans le monde. On en a 3. Le premier, c'est d'évoluer dans une culture de confiance. La semaine passée, on faisait une conférence chez Cofidis à Lille. On devait faire une conférence sur l'engagement. Et un des leviers d'engagement dans une entreprise, c'est de pouvoir évoluer dans une culture de confiance, d'évoluer dans un environnement où on se sent bien, où on se sent en sécurité psychologique et où on sent qu'on est considéré par l'entreprise, que l'entreprise, j'aime bien dire ce mot en conférence parce qu'on n'a pas l'habitude de l'entendre, mais que l'entreprise presque nous aime. Je sais que y en a qui ça fait grincer des dents, mais moi j'aime bien le dire. Et donc comment on fait ça ? C'est assez compliqué en réalité de créer une culture de confiance. Ça peut paraître bullshit sur le papier, mais c'est assez difficile. Ça c'est un ressenti qu'on a eu avec Clément, mais en fait c'est prouvé aussi. C'est une étude d'Harvard Business qui dit que en fait, comparé à des entreprises où il y a un peu de culture de confiance, les entreprises où il y a une grande culture de confiance, on a 74% moins de stress, 106% plus d'énergie, 50% plus de productivité, 13% de moins de sick days, 76% plus d'engagement, 29% plus de satisfaction et 40% moins de burn-out. C'est quand même assez remarquable. En réalité, on a tout intérêt à essayer de créer cette culture de confiance qui peut emmener en plus après vers de la productivité. Pardon. Ça, c'est un schéma qu'on a créé avec Clément en fonction de tout ce que nous avons vu. Pour nous, la culture de confiance, elle se crée de la manière suivante. C'est-à-dire qu'on va partir, pour créer une culture de confiance, il faut réussir à créer déjà un environnement de sécurité psychologique et à aussi créer une culture de care, une culture de soin de ses employés. Comment on fait ça ? Créer une culture de care, pour nous, ça passe par 4 choses. Instaurer de la reconnaissance en entreprise, être fier de son employé, lui montrer. Instaurer une culture de feedback, pas si facile, mais extrêmement puissant. Créer du lien authentiquement avec ses managers, ça on va avoir des pratiques. Et instaurer des sentiments de fierté pour les employés. Ça, c'est comment créer une culture de care pour nous. Et on va tout ce qui est en orange, on va vous présenter des pratiques pour essayer de le mettre en avant. Et comment créer un contexte de sécurité psychologique. Il faut un peu d'humilité de la part du manager, pas si facile. Il y a l'ego qui arrive en jeu. La possibilité d'être soi-même, de pouvoir exprimer ses émotions, comme on l'a fait en check-in tout à l'heure. Si vous arrivez à faire ça en entreprise, c'est presque gagné. Avoir le droit à l'erreur pour pouvoir créer de la valeur, se sentir bien dans le droit à l'erreur. Pendant le tour du monde, on parlait beaucoup de droit à l'essai, nous. C'était intéressant. D'autres personnes prenaient d'autres termes pour le droit à l'erreur. Devoir d'essai, droit à l'essai, c'est intéressant.
La bienveillance, très important, et la collaboration saine et de la gestion de conflits pour le contexte de sécurité psychologique. Donc tout ça, ces pratiques-là là, vont permettre de créer de la sécurité psychologique, de créer une culture de care et in fine, de permettre de se sentir dans une culture de confiance. Pour nous, la culture de confiance, c'est à peu près ça. Il y a d'autres critères qui entrent en jeu, mais en tout cas, ce qu'on a vu avec le Tour du Monde, ça se joue comme ça. On va vous présenter des pratiques maintenant pour créer la sécurité psychologique d'abord. Alors le premier point, c'est la sécurité psychologique. Et comme le disait Romain, pour nous, ça passe par ces trois dimensions-là. Donc l'accessibilité, l'humilité, la vulnérabilité du manager et la possibilité d'être soi-même pour toutes les parties de l'entreprise. L'accessibilité, ça c'est une première pratique. La personne que vous voyez sur la photo, c'est une de nos toutes premières rencontres et c'était avec Thomas de l'entreprise Amka. Donc c'est une entreprise en Norvège. Et en Norvège, ce qui nous a marqué, c'est que les managers sont très accessibles. C'est-à-dire qu'il y a une forme de hiérarchie dans l'entreprise, mais elle est très peu ressentie. Déjà, il n'y a pas du tout de vouvoiement. Et comme vous pouvez le voir ici, donc Thomas, c'est le CEO de l'entreprise et il a toujours sa porte ouverte. Et le but, c'est une pratique qui est très symbolique, qui est très simple, mais qui est là pour montrer aux employés qu'il est à l'écoute et qu'il est accessible et qu'ils peuvent avoir un échange assez simplement. Cette pratique, juste, on l'a retrouvée avec le CEO. Là, l'entreprise Amka, il y avait 5 employés. On l'a retrouvée avec le CEO d'une entreprise qu'on a rencontrée après qui s'appelait l'Oslo Business Region avec 700 employés. Donc c'est pour vous donner aussi, c'est une pratique qui est commune en Norvège et qu'on a vue vraiment pas mal de fois. Qui est très simple, hein, mais qui a beaucoup de valeur. La deuxième, c'est moi que j'aime beaucoup, c'est l'humilité du manager et la vulnérabilité de celui-ci. On est allé, l'entreprise la plus fascinante qu'on ait vue, elle est en Norvège, elle s'appelle Miles, on va beaucoup en parler ensuite. Dans cette entreprise-là, on n'a pas de titre de CEO, manager ou quoi que ce soit. Les CEO et les dirigeants s'appellent Group Servant Leader ou Daily Servant Leader. On a toujours le Servant Leader pour montrer que je suis au service de mes employés. On supprime le titre de CEO. Alors ça peut paraître anodin, mais en fait, dans les faits, ça a son importance. Et puis on a demandé à Tom, qui est donc le Group Servant Leader, comment lui, il arrivait à se montrer vulnérable, comment il arrivait à gagner la confiance de ses employés. Et il nous a donné une pratique assez marrante. Lui, quand ça va mal et quand il ne sait pas comment faire, en fait, il invite ses employés dans un safe space, soit restaurant, soit café. Il les sort du bureau et il se met à table avec eux. Et il dit très simplement, écoutez les amis, je suis dans la merde. Ça va pas du tout. J'arrive pas à faire évoluer ça, ou je sais pas comment avancer sur ça. Donc je me le dis, en posture de manager, aujourd'hui, je n'arrive pas à faire ça. Et j'ai besoin de vous. Et rien que de faire ça, de se montrer vulnérable face à ses salariés, c'est pas une honte en soi hein, d'être vulnérable, et en fait ça permet de créer un lien authentique avec les salariés et de gagner un peu leur confiance en réalité. Ça marche bien. Ça c'est pour la vulnérabilité. Sur la capacité à être soi-même, donc on parlait de sécurité psychologique, là c'est vraiment avoir l'espace pour exprimer la manière dont on se ressent, la manière dont on est en ce moment dans son quotidien. Et ça passe par une pratique que nous on a observée qui est le check-in, check-out, un peu ce qu'on a fait tout à l'heure. Et qu'on a pu voir beaucoup au Canada. Juste pour vous donner un exemple de à quel point l'espace qui est donné à l'expression de l'émotion est important dans ces pays-là. Au Canada, on a assisté à une première réunion avec le CEO de l'entreprise qui est annoncé au début qu'il n'allait pas bien du tout en ce moment et qu'il était hyper stressé. Et finalement, après, ça a complètement changé la perception qu'on a eue de lui. Parce qu'il était assez énervé dans ses réponses, mais on avait beaucoup plus de bienveillance en ayant compris pourquoi il était énervé. On a assisté à une deuxième réunion dans une entreprise qui s'appelle Percolab. On était en présentiel un lundi matin à 8h avec une dame qui s'est effondrée pendant la réunion. On n'est pas obligé d'en arriver là, évidemment, mais c'est juste pour vous montrer aussi l'espace qu'il peut y avoir dans ces entreprises, l'espace d'expression et la capacité que les personnes ont d'être eux-mêmes. Aussi, par rapport à ça, on s'est rendu compte que les entreprises où il y avait vraiment cet espace de sécurité psychologique, c'est des entreprises où les managers ils montrent l'exemple. C'est-à-dire que pendant la pratique du check-in, c'est les managers qui commencent en exprimant vraiment
la manière dont dont ils vivent en ce moment, leurs forces, leurs faiblesses, comment ils se sentent. Et après, on sent que les collaborateurs, ils sont beaucoup plus capables, évidemment, d'exprimer la manière dont ils se sentent en ce moment. Alors, première question, on a besoin de vous. On va faire à main levée, ok ? Pour les étudiants, vous avez peut-être fait des stages, vous pouvez nous partager un peu vos expériences de stage aussi. Qui, dans la salle, a la sensation de mettre un masque au travail, c'est-à-dire d'être une personne différente? Vous pouvez lever la main. On en a un. On en a qu'un? Et on est dans un safe space, hein. Nous on va rien dire à personne, hein. Vous pouvez lever la main si vous en avez envie. On peut relever la main? Moitié? 3? 4? Ok, incroyable. Le reste, on est totalement à l'aise au travail. Ah ouais, incroyable. 58 ans, 58 ans. Ok. Oui, non mais c'est vraiment être une personne différente. Vous agissez de manière très différente. Ok, super. Alors pour les personnes qui mettent le masque, on est dans un safe space, hein, est-ce que vous trouvez ça normal? Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? À titre complètement personnel, mais c'est probablement un peu lié à la culture aussi française, la distinction entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Moi, je ne suis pas forcément à l'aise d'ailleurs avec les pratiques authentiques qui consistent à être exactement ce qu'on est dans la vie de tous les jours au travail. Donc moi, je suis assez à l'aise avec le fait de porter un masque. Effectivement, ça n'exclut pas l'honnêteté dans les relations professionnelles, mais effectivement, il y a une certaine réserve et une certaine pudeur dans la façon dont on se comporte en organisation. Vous voulez... Non, c'est bon? Ah oui, d'accord. Aurore? Ou alors, est-ce qu'on peut avoir un... Par rapport à ça, on a eu des discussions du coup sur cette question-là avec des managers en se disant mais finalement les gens qui n'ont pas envie d'exprimer, qui ont envie de cette séparation-là, qu'est-ce qu'on fait? Une réponse qu'on discutait avec un des partenaires de PwC, il nous disait ce qui est important dans ce moment-là, et on était assez d'accord avec lui, c'est au moins de laisser la porte ouverte à cet espace, et après la personne elle prend ou pas l'échange et elle exprime ou pas ce qu'elle veut. Moi je pense qu'il y a quand même des entreprises aujourd'hui où il n'y a même pas cette porte ouverte, même pas cette possibilité-là d'exprimer. Et pour nous c'est ça qui est important aussi de montrer aujourd'hui. On en reparlera après, mais donc c'est super important. Vous voyez, on a tous des aspirations différentes au travail. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Comme David, qui a le souhait d'avoir ce masque, d'autres n'ont pas avoir le souhait. Moi, par exemple, je vais vous donner une expérience. Pendant tous mes stages et toutes mes expériences, j'ai eu 2 stages et une alternance. On m'a toujours convoqué pour mon comportement parce que j'étais trop moi-même. On m'a toujours dit non mais Romain, tu peux pas rigoler comme ça, tu peux pas crier, tu peux pas faire ça. Alors, j'étais poli, hein, je faisais bien mon travail, mais juste j'étais trop moi-même. Et donc je me souviens, après mon alternance, pendant 15-20 jours, j'étais hyper déstabilisé parce que on me demandait d'être quelqu'un d'autre et je savais pas quoi faire. Je me suis dit mais si je dois faire comme ça pendant 40 ans de ma vie et faker, mais ça va être l'enfer. Mais comment je vais faire? Donc vous voyez, on a tous des aspirations différentes et c'est là où le manager est hyper important. Il aura juste à demander et à écouter. On en parlera tout à l'heure. Ok, super, intéressant. Alors, on parlait de la création d'une culture de confiance. On s'est rendu compte aussi que créer une culture de confiance, c'est faire en sorte que les collaborations elles soient saines et qu'on ne détruise pas tous les liens de confiance qui ont été créés au moment d'une dispute. Et donc ça, c'est une pratique d'une entreprise qui s'appelle Percolab, qui a créé une matrice de collaboration. C'est un outil qu'on pourra vous envoyer, c'est que des documents en open source et c'est vraiment super riche comme outil. L'idée, c'est d'avoir une réflexion sur soi-même, comment moi je collabore, d'en prendre conscience. Donc ça va de aucune collaboration à collaboration générative. Et aussi de prendre conscience de la manière dont le groupe collabore. Donc moi, le groupe, et pour nous, c'est un bon outil pour prendre conscience de la manière dont on collabore tous ensemble et donc de faire attention aussi dans la collaboration. Par rapport à ça, on a une autre pratique qu'on a trouvée intéressante. Est-ce que vous connaissez la communication non violente ? C'est assez répandu.
avec le télétravail, il y a beaucoup d'entreprises qui ont du mal à mettre en place ces pratiques de communication non violente. Comment on fait en étant en Zoom ou quand on parle par Slack, on parle beaucoup plus par exemple par message. Et donc il y a une entreprise, encore une fois au Canada, qui a mis en place une chaîne sur Slack avec les 4 étapes de la communication non violente. Et donc à chaque fois qu'il y a un conflit entre 2 personnes, ils sont obligés de passer par cette chaîne Slack et de remplir les 4 étapes de la communication non violente. On a trouvé cette pratique intéressante à vous partager aussi. Pour la création d'une culture du care. Donc culture du care, c'est l'idée de prendre soin de ses employés. Et le paroxysme de ça étant que l'employé devienne la chose la plus importante pour vous. C'est-à-dire qu'on parle plus de ressources humaines, c'est pas une fin, c'est vraiment si l'employé devient vraiment une fin en soi. Là, on va vous parler d'une entreprise qui s'appelle l'entreprise Miles, donc qu'on a rencontrée en Norvège et qui est pour nous le meilleur exemple de la création d'une culture de care. Miles, c'est une entreprise de 250 employés en Norvège. C'est un cabinet d'IT, donc il y a des employés qui sont très demandés. Donc c'est vraiment une main-d'œuvre qui est très qualifiée. Ils mettent en place un one-to-one personnel tous les mois. C'est-à-dire que Kate, qui est la CEO de cette entreprise, donc Chief Servant Leader dans les bureaux de Bergen, elle fait un one-to-one d'1 heure tous les mois avec ses employés. Ça prend énormément de temps, mais comme l'employé est vraiment la chose la plus importante pour elle, elle le fait. Et on en parlait justement tout à l'heure, ici, elle ouvre l'espace. C'est-à-dire que les employés ne sont pas forcément obligés de répondre à toutes les questions personnelles. Elle l'ouvre, mais en tout cas, elle ouvre un espace de discussion personnelle. Et elle donne l'exemple. C'est-à-dire que son but à elle, et elle nous l'a dit très clairement, c'est créer une relation comme elle créerait une relation avec un ami. Donc elle va ouvrir un espace de discussion. Donc les questions, vous les avez ici, c'est comment va ta famille, tes enfants, est-ce que je peux t'aider en quoi que ce soit avec eux, est-ce que tu as des envies particulières en ce moment, comment va le moral. Et là, il y a vraiment la création d'une relation de confiance avec les employés. Et ce qu'elle nous disait, c'est que quand ça va mal pour un employé, qu'un employé ne fait pas bien son travail par exemple, vu qu'elle a créé cette relation de confiance, elle est aussi capable, au même titre qu'on serait capable de le faire avec un très bon ami, elle est capable de lui dire écoute là ça va pas. Parce qu'on a créé cette relation de confiance. Deuxième pratique qu'on a beaucoup aimé avec Clément chez Miles, ils font ce qu'ils appellent une prise de température professionnelle, taking de température, où tous les 4 mois, ils envoient un QCM pour savoir si les employés sont heureux de leur mission, heureux du management dans l'entreprise, etc. Vous avez les questions ici. Es-tu satisfait de ta relation avec ton client? Es-tu satisfait de tes montées en compétences? Es-tu satisfait de la vie sociale dans l'entreprise? Es-tu épanoui chez nous? Un QCM un peu plus classique que vous avez peut-être dû avoir dans votre vie. La particularité ici, c'est que c'est non anonymisé. Donc, ils ont les prénoms et les réponses des personnes dans l'entreprise. Et ce qui est très intéressant, chez Miles, en fait, ce qui est fascinant, c'est qu'il y a une adéquation énorme entre les principes de leadership qui sont annoncés par l'entreprise, c'est-à-dire mettre l'humain au centre de l'entreprise, et les pratiques de management qui sont actées ensuite. Et c'est comme ça qu'on crée une culture de confiance aussi. Il n'y a pas meilleur moyen pour les entreprises, là on l'a vu, de défriter une culture de confiance en annonçant des choses, des principes de leadership, type on va faire de la collaboration, on met les salariés au centre, et d'avoir des pratiques de management qui ne respectent pas ce que vous avez dit. C'est le pire moyen c'est le meilleur moyen de détruire une culture de confiance. Et eux, ils le font pas. Exemple radical, c'est le plus radical qu'on ait de l'Odyssée managériale. Kate, donc Miles, on a les salariés au centre, c'est une de leurs valeurs. Et donc, ils envoient ce QCM là, tous les 4 mois. Et ça lui est arrivé 4 fois, donc la Daily Servant Leaders, d'avoir des salariés qui répondaient qu'ils n'étaient pas heureux dans leur mission, qu'ils n'étaient plus épanouis. Et elle a 4 fois, ça lui est arrivé, d'appeler des clients. C'est un cabinet de conseil, Miles, donc c'est des missions entre 70 000 euros et 100 000 euros. D'appeler les clients et de leur dire écoutez, imaginons que c'était Clément le salarié. Clément n'est plus heureux dans sa mission. C'est l'élément le plus important pour nous. Aujourd'hui, il n'est plus épanoui. On va casser le contrat. Et donc, elle casse le contrat de 70K, 100K pour faire passer le salarié avant le chiffre d'affaires et lui prouver que c'est l'élément le plus important de l'entreprise. Et ça lui est arrivé 4 fois. Nous, on n'avait jamais vu ça. Prouver à votre salarié qu'il est plus important que du chiffre d'affaires, c'est quelque chose.
Et pour votre information, Miles, donc il y a 250 employés, ils ont un taux de turnover de 5%, donc ce qui est relativement faible. C'est l'entreprise la plus innovante en Norvège en 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. C'est juste une pépite. Pour nous, c'est une entreprise qui a compris les enjeux d'engagement, vraiment, et ça se ressent en étant dans les bureaux, sur place. Et elle nous disait qu'il y a une liste d'attente dans les candidatures, dans un milieu où il y a des gros problèmes de recrutement aujourd'hui. Il y a des gens qui viennent toquer à la porte de Miles à peu près tous les jours, et elle nous parlait vraiment parfois de dizaines de candidatures en attente. Et ils ont aussi un processus de recrutement qui est hyper atypique, mais on n'en parlera pas forcément ici. Troisième pratique qui est, je crois, ma préférée de l'Odyssée aussi, pour créer une culture de soins de son employé, c'est Good Vibes. C'est une entreprise qui s'appelle Office Vibe et qui est une entreprise qui a inventé un outil de gestion de feedback continu. C'est-à-dire que toutes les semaines, au lieu d'avoir, comme Miles le fait, un grand QCM à la fin de l'année pour savoir si vous êtes engagé dans votre entreprise, eux, ils envoient 4-5 questions tous les vendredis pour savoir comment vous vous sentez, qu'est-ce que vous pouvez améliorer, enfin, ce que les managers peuvent améliorer dans l'entreprise, etc. Et ils ont inventé une feature qui est géniale, qui s'appelle Good Vibes, Clem, tu vois, qui sont en fait des cartes de reconnaissance. Et donc, chaque salarié va recevoir ça sur son ordinateur le vendredi. Et donc c'est des cartes de reconnaissance qui a été votre rayon de soleil de cette semaine, sur qui vous pouvez toujours compter, qui donne les meilleurs conseils de vie. Et vous allez pouvoir envoyer cette carte de reconnaissance à un autre salarié qui vous voulez. Ça peut être votre manager aussi, ça peut être votre directeur, vous l'envoyez à qui vous voulez. Et cette personne va recevoir un mail et va recevoir cette carte de reconnaissance sur son dashboard à lui. Pourquoi c'est génial? C'est génial déjà parce que ça permet d'augmenter l'assertivité de chacun, la reconnaissance, montrer qu'on a fait du bon travail. C'est toujours agréable quand on a des petites crises de confiance de voir qu'il y a des personnes qui sont fiers de nous sur quelques points. Et deuxième point, en fait, le manager reçoit aussi les notifications. Donc le manager peut suivre les interactions des cartes de reconnaissance entre employés. Ça, c'est excellent. Le manager ne peut pas toujours tout voir. Et donc voir que Clément pense que je suis son rayon de soleil, comme c'est le cas depuis de 25 ans, comme je sais pas, comme ça peut être le cas pendant l'Odyssée, et ben c'est intéressant. On a cette phrase, moi, que j'aime beaucoup, qui est la reconnaissance, le feedback, c'est sous-estimé en entreprise et que c'est sûrement un outil de gestion. Voilà, il faut que ça soit ritualisé, systématisé pour faire partie de la culture. C'est Julie, donc la créatrice d'Office Vibe, qui nous disait ça, qu'elle n'est pas loin de croire que c'est le plus puissant outil de fidélisation aujourd'hui. Donc on arrive sur le sentiment de fierté, d'appartenance à une entreprise. Là, c'est une pratique qui nous a scotché aussi. Donc encore une fois, avec l'entreprise Miles, et la personne que vous voyez sur la photo, c'est Kate, donc, qui a été la CEO qu'on a rencontrée. Et Miles, ils font une pratique qui est assez drôle, enfin qui est drôle, qu'on trouve nous pertinente. À la fin de chaque année, donc là bientôt, Kate, elle invite l'ensemble des proches des employés. Donc ça peut être la famille, les parents. Voilà, elle organise un grand dîner dans l'entreprise. Et le but, c'est de montrer ce qui a été fait sans les employés. Voilà, il n'y a pas les employés qui sont présents. Oui, pardon, j'oublie le plus important. Les employés ne sont pas présents. Et c'est ça qui est excellent. Donc c'est comme si là, Kate était là. Et là, il y a les familles de tous les employés. Et elle leur explique la culture d'entreprise. Elle leur explique qu'elle va prendre soin de leurs proches, de ces employés-là. Et finalement, le but, c'est vraiment d'accroître ce sentiment de fierté, d'appartenir à cette entreprise. Et moi, j'adore quand elle leur explique qu'elle va vraiment prendre soin d'eux. Quand elle explique à un enfant qu'elle va prendre soin de son papa, de sa maman, nous, on a trouvé cette pratique relativement assez touchante. Voilà, donc ça, c'est accroître le sentiment de fierté. Oui. On a un petit temps de questions juste après. Une petite question pour vous. Qui trouve dans la salle que son entreprise n'est pas assez reconnaissante envers son travail fourni? On vous pose la question. Voilà. Ok. Donc, ouais, si vous voulez lever la main. Génial. On sent que
Ouais. Quand même, on sent que là, il y a plus de mains levées. En France, on en est persuadé dans les échanges qu'on a eus. La reconnaissance, c'est complètement sous-estimé. Vraiment, enfin, il y a très très peu d'entreprises qui ont pris cet enjeu-là en main. Et alors qu'il y a des pays qui sont en avance sur ces sujets-là. Vous pouvez aller voir Office Vibe. Nous, on trouve que l'outil il est super avancé. Vous pouvez aller le voir. Nous, on peut vous mettre en relation aussi si vous voulez. On n'a pas de part dans l'entreprise. Mais voilà. Donc, reconnaissance, n'hésitez pas du tout à aller vers ce sujet-là. Question. Ah ouais, tiens. Il y a un deuxième. Ouais, j'ai parlé dedans un peu. Il marche le deuxième ou... Tiens. Ok. Ok, ouais. Ok, pas de souci. Alors, nous, on gère pas la partie technique. Ouais. Ouais, c'est parce que c'est enregistré en fait. Hein? Une heure, ouais. Ah, super. Ok, c'est bon. Du coup, c'est par rapport à l'entreprise Miles. Du coup, je comprends pas trop l'intérêt d'inviter les familles sans les employés. Je pense que vous avez dû leur poser la question. Du coup, quel est l'intérêt d'inviter seulement les familles des employés sans les employés? La dernière fois que j'ai posé une question comme ça, on va dire au French, tu vois. Tu veux répondre, Aaron? Vas-y, si tu veux. Je pense vraiment que c'est encore plus fort d'inviter sans les salariés. Tout à l'heure, on racontait que quand on rencontrait des managers et qu'ils nous laissaient aller parler, de manière hyper transparente, aller parler aux collaborateurs, aux managers, ça montrait la relation de confiance qu'il y avait. Moi, je trouve que ça accroît encore plus la relation de confiance de le faire sans que les salariés, sans le contrôle finalement des salariés. C'est un axe super gratuit selon moi. Oui, je finis juste la réponse. Je pense que ça permet d'accroître la fierté pour tout le monde. Parce que tu invites les familles des salariés sans les salariés, tu expliques ce que fait papa ou maman au travail, pourquoi parfois papa ou maman arrive tard au travail, mais que tu peux être fier. Et voici ce qu'a fait papa ou maman. Je me souviens quand j'étais enfant, j'étais content de savoir ce que mon père faisait ou ma mère faisait. Donc là, on explique, on rend fier la famille. Bravo, vous pouvez être fier. Voici ce que fait papa ou maman. Et de l'autre côté, le salarié, il sait que sa famille est en train d'être mis au courant de ce qui se passe là. Et c'est peu commun, en vrai, d'avoir une entreprise qui présente à sa famille ce que le salarié est en train de faire. Et donc, ça accroît, je pense personnellement, plus l'engagement encore. On a envie de se battre pour l'entreprise et la confiance envers son entreprise. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, top. Juste une remarque sur ce point. Je me dis que c'est totalement symétrique de la situation où une école d'ingé invite les parents sans les jeunes étudiants en disant aux parents vos gamins ils rentreront pas tous les week-ends et c'est très bien comme ça. Ouais. Là, je trouve que c'est totalement symétrique. Oui, carrément. Je ne connaissais pas ça, mais c'est une très belle remarque. Oui, bonjour. Bonjour. C'est pas une question, c'est juste un témoignage par rapport au dashboard que vous avez montré sur le feedback. Moi, j'avais rencontré une boîte qui avait été montée par l'ancien patron d'Alstom Université il y a 10 ans, qui s'appelait Tag Me Up, qui était exactement dans cet esprit-là. Okay. Et il a essayé de le vendre sur le marché français. Il avait monté ça avec un Canadien. Il a essayé de le vendre sur le marché français pendant 3 ans. Il ne l'a pas vendu une fois. Voilà. Ah oui. C'était juste, Ouais, non, ça montre à quel point on doit progresser sur ce point-là et que les cultures de confiance ne sont pas encore super établies dans les entreprises françaises. Mais il y a une autre start-up française dont je ne me rappelle plus le nom, mais je pourrais vous le retrouver, qui aujourd'hui marche très bien sur le feedback. On a d'autres questions? Oui, monsieur. Attendez, Ah. je vais vous donner... Il y a un podcast. Oui, sans doute. Non, c'était juste une remarque que je suis très sensible à ce dont vous avez parlé, mais je me demande si ça pourrait être aussi vécu comme presque paternaliste,
c'est-à-dire que trop de care peut tuer le care, on va dire d'une certaine manière, et que effectivement, peut-il même y avoir un élément coercitif dans le care, dans la mesure où il y a les rencontres tous les mois, donc peut-être les gens ne veulent pas. Bien sûr. Mais vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. Là, ce qu'on vous a présenté, c'est pour créer une culture de care et presque à son paroxysme. Vous n'êtes pas obligé de mettre en place tout ça. Mais le plus important dans ce que vous avez dit, et on l'a vu tout à l'heure, c'est que certains salariés vont vouloir cette culture de care. Moi, par exemple, je la voudrais. J'aimerais énormément que mes managers mettent en place une pratique de feedback pour moi, soient reconnaissants dans mon travail, parce que je suis quelqu'un de sensible. Ça ne sera peut-être pas le cas pour David. Et le plus important, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, c'est de demander, de laisser l'espace, de dire est-ce que toi, tu as besoin d'avoir ça? Qu'est-ce que tu cherches en management? Est-ce que tu as besoin d'une culture de reconnaissance ou non? Et après, comme ça, on laisse l'espace. Et le manager fait ce qu'il veut, ce qu'il peut ensuite. Mais ça, c'est plus des pratiques. Vous êtes pas, évidemment, on n'est pas obligé de mettre tout en pratique, mais c'est des pistes pour pouvoir créer cette culture de sécurité psychologique et cette culture de care. Juste, je glisse une remarque. Si vous mettez ça dans la culture qui ne va pas bien avec, ça peut être vécu dans des pays comme les nôtres comme une prison de la pensée positive. D'accord ? Et on pourrait très bien imaginer que chez nous, le conjoint, les enfants, ils vont voir la patronne et disent donc, c'est pas cool votre boîte, ils rentrent fatigués, énervés, c'est stressant, etc. D'accord ? Un peu comme un parent d'élève pourrait aller voir les profs en disant dis donc, je veux bien respecter votre travail, mais le gamin il me dit quand même des trucs, c'est pas cool. Vous voyez ? Et donc, c'est très piégeux en réalité. Et le récit que vous en faites, si ça marche, ce truc-là suppose un ensemble de comportements d'abord positifs et peut-être des entreprises qui ont la chance de ne pas être obligées d'être exagérément calculatrices, cyniques, mettre la pression, etc. Enfin, je pense que c'est des trucs qu'on discutera. Miles, ça s'insère vraiment dans une logique de cohérence totale dans l'entreprise, du recrutement au feedback, au one-to-one, enfin, c'est de A à Z, quoi. C'est une culture de confiance. Et je voulais juste revenir très rapidement sur la question du recrutement. Miles aussi, il recrute des personnes qui sont sensibles à ces sujets-là. Et après, ils veulent construire une culture autour de ça, une culture de confiance. Et les chiffres leur donnent raison aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on vous l'a présenté, mais évidemment, c'est poussé à son paroxysme. Moi, je pense quand même qu'aujourd'hui, en France, par exemple, mettre en place, au moins commencer à réfléchir à ces sujets en entreprise, à réfléchir à ces sujets de culture de confiance, de care, c'est aussi important. Évidemment, en Norvège, c'est des sujets qui sont, ils sont en avance très clairement par rapport à ça. Derrière, en fait, ça crée un cercle vertueux. Hein. Miles, derrière ça, ils ont 5% de turnover. Ils ont des listes pour recruter qui est monstrueuse. Ils ont un chiffre d'affaires qui est excellent. Donc ça leur donne raison, en réalité. Ça leur donne raison. Et après tout ça, bon, toutes ces pratiques qu'on vous a montrées, ça peut paraître facile, mais en fait c'est extrêmement difficile à mettre en place parce que ça demande d'aller chercher déjà un peu d'introspection en soi. Le manager, ce qu'il va vouloir demander, ce que le salarié veut, ça demande. En fait, c'est un peu du développement personnel. Hein. On a un peu du développement personnel ici, et c'est pas si facile à mettre en place. Mais avec Clément, on a cette conviction que ça peut engager un cercle vertueux de performance, de création, de sécurité psychologique. Oui. Oui, du coup moi j'ai fait un stage pendant 6 mois chez Make Sense et pour le coup c'est une association qui met en place toutes ces pratiques et en effet le recrutement il y a vraiment une importance à ce niveau-là parce que je pense qu'ils recrutent des personnes qui vont adhérer à ce mode, à cette culture d'entreprise. J'ai adoré, mais en fait au bout de 4 mois, vu que j'étais très très engagé dans toutes les missions que je faisais, vu que j'adorais aller au travail, vu que mes collègues ça devenait mes copains, en fait au bout de 4-5 mois je me suis rendu compte que j'avais plus de frontières entre vie perso et vie pro et donc j'ai dû faire une pause qui peut s'apparenter comme le fait d'avoir un surengagement et du coup de faire une pause parce qu'en fait ça prend trop d'énergie pour après repartir de nouveau. Du coup je pense qu'il y a vraiment un côté cercle vertueux. Et des fois, c'est important de doser parce que quand c'est notre première expérience professionnelle, moi je sais qu'après j'ai eu un peu du mal à le vivre finalement. Ouais, je comprends. Même si j'ai adoré. C'est une super remarque. Je te remercie. C'est une super remarque. Quelle frontière? Est-ce que, en fait, la vraie question c'est est-ce que tu as envie de l'avoir cette frontière? Moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai plus envie de l'avoir. La plupart, je sais, la majorité, qui à main levée souhaite continuer à avoir une frontière entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle.
Vous voyez, vous êtes une majorité. Hein. Vous êtes une majorité. Donc c'est encore le cas. Qui souhaite avoir une frontière entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle? Et c'est un super témoignage. C'est de quoi avons-nous envie en réalité en entreprise? Et encore une fois, ce sera le boulot du manager de le demander. Merci beaucoup pour vos travaux. Juste une question, voire une remarque. Beaucoup de disciplines postulent qu'il n'y a pas de bien-être sans bien faire. À vous entendre parler, il y aurait le management et puis il y aurait le travail. Et est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez vu sur le terrain comment se fait le lien entre la qualité du travail et le management? Parce que le management n'est pas décorrélé du vrai travail, du travail réel au fait. Ouais, on s'est rendu compte quand même que les entreprises où il y avait d'abord une attention sur la qualité des relations, c'est des entreprises où après la collaboration dans le travail est quand même plus efficace. Où il y a, on vous montrera quelques pratiques après peut-être par rapport à ça, dans les échanges, dans l'organisation des réunions par exemple, des réunions qui sont beaucoup plus efficaces. Ça se travaille, mais c'est parce qu'avant il y a eu quand même pas mal de réflexions sur comment on facilite une réunion, comment on organise une réunion, quelle est la posture des personnes dans la réunion, comment on va communiquer tous ensemble. Donc moi je fais quand même beaucoup le lien, en tout cas dans ce qu'on a vu, les entreprises où on a senti qu'il y avait beaucoup d'attention portée à ces questions managériales, c'est aussi des entreprises où on a senti que la collaboration et donc le travail, les rendus étaient super efficaces et en tout cas que la partie économique était efficace derrière. Ça répond à votre question? Ouais, merci. D'autres questions? Je pense qu'il faut qu'on migre à la deuxième partie. Ouais. Est-ce qu'on a encore des choses à vous montrer? Ouais, c'est à toi. On veut maintenant vous parler de la réalisation en tant que professionnel. On s'est rendu compte en rencontrant pas mal d'entreprises qu'il y en avait de plus en plus qui allaient vers des méthodes de prise de décision qui étaient beaucoup plus horizontales. C'est-à-dire que la décision ne soit plus prise de manière pyramidale avec du contrôle, un manager qui décide de tout et que finalement on réfléchisse à la répartition de la prise de décision au sein de l'entreprise. Et on s'est aussi rendu compte que c'est se réaliser en tant que professionnel. Il y a beaucoup d'entreprises qui essayent de répondre à cette question-là avec de nouvelles méthodes de prise de décision et c'est ce qu'on va vous montrer juste là. Alors tout d'abord, on a cette phrase qu'on aime bien, qui nous a été donnée par Michel Bundock, qui nous explique qu'en allant vers l'autonomisation, la décentralisation des décisions, la responsabilisation, tu enlèves les abat-jours de la tête des salariés et tu leur permets de briller de leur pleine lumière. Cette phrase, en fait, l'image des abat-jours est beaucoup utilisée au Canada, et c'est de dire qu'en libérant finalement la prise de décision, en permettant aux salariés de prendre leurs propres décisions, d'être responsables dans la prise de décision, on leur permet de briller de leur pleine lumière, on enlève cet abat-jour qu'on va avoir. Voilà pour en tout cas le côté positif. Maintenant, ce qu'on voulait vous expliquer, c'est vous donner aussi des exemples très concrets des modèles de prise de décision qu'on a pu voir à droite à gauche et qui s'opposent au modèle hiérarchique du manager sauveur que vous connaissez peut-être. L'image du manager sauveur, on l'aime beaucoup. Elle nous a été donnée par Sergio de l'entreprise Statkraft. C'est quelqu'un qui a travaillé en France et qui est norvégien. Et il nous expliquait que pour lui, le manager français, c'était le manager sauveur. C'est-à-dire que c'est celui qui doit trouver les solutions, c'est celui qui doit prendre la décision finale, assumer la décision finale, tout doit passer par lui. Et finalement, il y a une organisation qui est assez hiérarchique dans l'entreprise. Et donc, c'est le modèle qui est utilisé et qui en plus s'accompagne par du contrôle, parce qu'évidemment, on a beaucoup plus d'énergie à contrôler les décisions des autres personnes. Et donc voilà, il y a beaucoup d'énergie qui est donnée, qui est prise par le manager au moment de la prise de décision. Et à ça, on va opposer d'autres modèles de décision horizontaux. On s'est rendu compte que c'était pas du tout simple de finalement responsabiliser les salariés et leur permettre de prendre des décisions dans l'entreprise. Mais en tout cas, on a vu des modèles, ça arrive, et il y en a plusieurs, et des modèles assez innovants que Romain va pouvoir vous présenter. Dans ces modèles, ce qui est intéressant, je vais vous présenter le modèle holacratique et le modèle d'influence. Ça va être la partie un peu plus technique de la conférence. Je vais essayer d'être clair
Ce qui est important, c'est que chaque personne, chaque salarié est en mesure de pouvoir prendre une décision seule. Donc de se réaliser, de progresser, de s'investir. Et il va subir une espèce de mini-pression collective qui va l'engager de fait. Dans le modèle holacratique, qui connaît l'holacratie ici ? Ok. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, l'holacratie, c'est un modèle de gouvernance avec des cercles, si vous voulez. Les cercles, c'est quoi ? C'est des petites équipes de personnes qui s'autogèrent. On n'a pas de chef, on n'a pas de manager, et on va prendre des décisions en fonction de tensions qui apparaissent. Une tension, c'est quoi ? C'est une situation qui pourrait être améliorée, tout simplement. Et donc pour résoudre ces tensions-là, on a des salariés qui vont vouloir prendre des nouvelles décisions, qui vont proposer des choses. Ça, c'est un modèle de prise de décision par consentement, du coup, en holacratie. C'est très simple. Par exemple, imaginons que Clément et moi sommes dans un cercle. On a une tension qui est que notre site web de l'Odyssée managériale fait pas assez de trafic. Okay, on va essayer de résoudre cette situation. Moi, je vais arriver avec une proposition. On est dans la case 2. Après, Clément va pouvoir me poser des questions. On est tous en cercle. Vous allez pouvoir me poser des questions de clarification. Je ne sais pas ce que j'aurais pu faire. J'aurais pu dire, je pense qu'il faut améliorer les images du site, changer les clés SEO, etc. Eux, ils vont me poser des questions de clarification. Après, je vais avoir des réactions. Clément il va me dire, non, mais je ne pense pas que ce soit ça qu'il faut faire, ou quoi que ce soit. Je vais faire une proposition 2 en fonction de ce que les personnes m'auront proposé. Et puis après, on peut avoir des objections. Certaines personnes vont pouvoir ne pas être d'accord avec moi. À ce moment-là, je vais devoir la travailler. Mais on a beaucoup de critères pour qu'une objection soit valide. Et après, on a une visual confirmation si jamais ma décision pour répondre à la tension est acceptée par le cercle. Est-ce que c'est clair ? C'est pas si facile. Mais ce qui est le plus important de comprendre ici, c'est que moi, en tant que salarié, je peux répondre à une tension en totale autonomie. Et donc que je m'engage de fait dans la prise de décision. Vous voyez, je m'engage et je me responsabilise parce que je vais présenter ça à un autre cercle, à un groupe de personnes. Et donc la pression collective me met un peu la pression. J'ai envie de bien faire. Deuxième, alors ça je l'aime beaucoup, ça on l'a découvert au Vietnam, fin fond du Vietnam. C'est un modèle d'officiance, c'est un modèle de prise de décision par influence. Alors là, vous dites qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Je ne sais pas si on peut cliquer, ce serait intéressant. Ici, le modèle de décision, il est simple. En fait, chaque salarié peut prendre sa décision en totale autonomie. Et donc, pour les décisions assez faciles, il va le faire assez simplement par ses domaines de compétences. Je suis expert SEO, c'est moi qui vais gérer ça. Et après, on va avoir des décisions opérationnelles un peu plus complexes ou des décisions de gouvernance où, par exemple, j'ai envie d'augmenter mon salaire de 30%. Okay. Et au lieu de demander à mon manager hiérarchique comme nous on le ferait en France dans la plupart des structures, en fait je vais aller voir des influenceurs dans la boîte. Les influenceurs c'est quoi ? C'est les personnes qui sont les plus compétentes. Alors Clément qui s'éloigne beaucoup trop fort des influenceurs, il aime pas trop ça. Vous voyez les personnes qui ont le plus de flèches tournées vers elles ? Ça, c'est les personnes qui sont les plus influentes dans la boîte. Pourquoi ? Parce que soit elles sont là depuis le début, c'est elles qui ont le plus d'expérience, c'est elles qui sont les plus compétentes sur un sujet, etc. Donc par exemple, moi j'ai envie d'augmenter mon salaire 30%, je vais aller voir Duc, qui est la personne que nous avons rencontrée au Vietnam, et je vais lui dire, ok Duc, moi je pense que j'ai envie d'augmenter mon salaire à 30% pour ces raisons. Et Duc il va me dire, ok, t'as peut-être, je valide ça. En vrai, tout ce que tu me proposes, c'est bien. Ou au contraire, il me dit, oh, Romain, tu déconnes un peu, 30% par rapport à ce que tu me présentes, je pense que tu devrais pas faire ça. Mais la décision me revient. Quoi qu'ils me disent, on va prendre la situation et il me dit, oh, c'est OK. Et après, moi, je vais annoncer cette décision. Ça, c'est leur principe de transparence augmentée. Ils ont une espèce de Facebook, un workplace de leur entreprise. J'annonce à tout le monde, toute l'entreprise, en un post, comme un post LinkedIn, que moi, Romain Meyer, j'ai décidé d'augmenter mon salaire de 30% sous l'influence de Duc. Okay ? Et après, chacun, en commentaire dans l'entreprise, peut réagir. Et sous le modèle que nous avons vu juste avant, émettre une objection. Romain, là, je suis pas trop d'accord, est-ce qu'on en a parlé et tout. Et là, mes influenceurs, Duc, pourront répondre à mes détraqueurs si jamais j'en ai trop.
Et eux, ils ont réussi à faire ça. Ils ont réussi à baser leur augmentation de salaire sur ce modèle de prise de décision, qui est assez spé, mais qui est marrant, qui est très différent. Voilà, on voulait vous présenter ça. Ah oui, ça c'est bien. Ça, c'est une autre ressource qui est disponible, qu'on pourra vous envoyer aussi. C'est une entreprise qui est partie du constat qu'il n'y avait pas un mode de prise de décision qui était parfait et qu'il y avait vraiment plusieurs situations. Et en fonction des situations, il y avait plus ou moins un mode de décision qui était pertinent. Donc, ils ont cité plusieurs modes de décision, donc le consentement, le consensus, le vote autocratique. Et évidemment, il y a des moments... on a fait une conférence avec l'entreprise Roche et ils nous disaient, mais à un moment, c'est des médicaments, il y a un vaccin au bout, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit responsable de ça, il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne la décision finale. Et donc, évidemment, il y a un moment, il faut qu'il y ait un responsable. Et donc, là, on serait plutôt dans la décision autocratique où c'est la personne finale qui décide. Donc, c'est un doc qu'on aime bien, qui résume, selon nous, les différents modes de décision. La conclusion de tout ça, quand même, c'est que le mode de décision holacratique, le mode de décision que vous venez de voir, c'est des modes de décision qui sont complexes à mettre en place, qui s'inscrivent dans des nouveaux modèles de gouvernance et qui aujourd'hui sont difficilement applicables dans les entreprises, mais en tout cas ça arrive dans beaucoup d'entreprises qu'on a pu rencontrer et c'est de plus en plus présent et ça passe par de nouveaux modèles de gouvernance. Allez, on a assez parlé, petite séance de questions. Ah oui, dans vos expériences professionnelles, est-ce que vous avez déjà expérimenté une méthode de prise de décision horizontale où vous êtes tous sous le modèle du manager sauveur français, modèle hiérarchique? À main levée, qui a déjà vécu un modèle de décision horizontale? Ok, pas mal. Est-ce qu'on peut avoir des témoignages? Qui a envie d'exprimer ce que ça fait? Et est-ce que vous préférez ça? Est-ce que ceux qui ont levé la main? Albert, peut-être? Honnêtement, à l'université, c'est pas souvent. Mais il y a des moments qui ressemblent à ça. Par exemple, l'année dernière, j'ai présidé un comité de sélection pour un recrutement. Et j'ai pris soin de vraiment que tout le monde s'exprime et de moi de ne pas influencer. J'ai donné un ou deux avis, comme tout le monde. Alors, ce n'est pas complètement horizontal dans le sens que vous décrivez, mais j'ai l'impression que c'était très démocratique et qu'on a construit progressivement les priorités et qui il fallait écouter davantage. Donc les influenceurs se sont auto-construits et moi j'ai pris soin de renforcer ou de diminuer, un peu dans le sens que vous dites, le pouvoir d'influence de l'un ou de l'autre. Donc je n'ai pas contrôlé la réunion dans le sens hiérarchique classique, mais j'ai l'impression qu'on est arrivés tous ensemble, c'est de l'intégration à la Mary Parker Follett si on veut, d'accord, ou intermédiaire entre consensus et intégration. Voilà, c'était un modeste témoignage, on n'est pas en holacratie ici. Ouais. Mais, est-ce que vous avez senti les personnes plus engagées? J'ai eu des remerciements après joli. De 2/3 des collègues sur le thème si tous les comités étaient conduits de cette façon. Et ils ont souligné une sorte de respect et de souci qu'on soit tous contents de la décision. Et j'étais surpris parce que pour moi c'est normal. Enfin j'essaye, des fois je ne suis pas bon à ça non plus. Mais voilà, donc j'étais surpris et touché que spontanément les collègues disent on a eu une décision de qualité pour ces raisons. Voilà, vous demandez un exemple positif, je vous en donne un. Et ça, et pourquoi en fait? Parce que quand on participe à ça, là c'est humain. Si je fais partie du processus de décision, je me sens important. Je me sens important. C'est quand même important de se sentir important en boîte. Je voulais juste rebondir par rapport à ce que Albert vous disiez. Alors attendez, non pardon, j'ai oublié ce que je voulais dire. Tu peux reprendre je reprendrai après. Oui, alors moi c'était plutôt pour donner un témoignage de l'autre point de vue, parce que quand j'étais stagiaire, moi j'ai fait que un stage long et un CDD, en gros 10 mois d'expérience. Et dès que je suis arrivée, j'étais tout de suite hyper inclus dans les prises de décision, alors que j'étais stagiaire depuis 2 mois, mais les projets sur lesquels j'étais, mon avis il comptait tout autant que mes N+1 et même que mes N+2. À savoir que mes N+2, c'était la direction, donc c'était hyper valorisant. Et si je trouvais que l'idée pouvait être améliorée ou autre, mais même si j'étais la seule, ça comptait et
voilà, c'était super satisfaisant. Voilà. Ce que tu mentionnes est hyper important, c'est que là on parle d'autonomisation, de responsabilisation, mais avant toute chose, il y a un devoir de la part des managers, c'est de s'assurer de la mise en capacité des personnes, de s'assurer que en fait, en tant que stagiaire ou en CDI, on peut être capable de participer à ces modèles de prise de décision horizontale. Et on en parlera beaucoup, ça c'est de l'éducation. Ok, est-ce que d'autres questions ou on passe Ah oui, ça c'est important. On vient de voir, c'est une slide, je l'ai laissée, c'est une slide qu'on a présentée à Cofidis la semaine passée sur les leviers d'engagement. Et en fait, on vient de voir, par le témoignage d'Albert par exemple, on vient de voir que par une culture de confiance et par la responsabilisation et des modèles de décision horizontale, on arrive à engager les personnes parce qu'elles se réalisent. Elles se réalisent pourquoi ? Parce qu'elles progressent en tant que personne intrinsèque. Je progresse parce que je présente mes émotions, parce que on me donne des feedbacks, parce qu'on est reconnaissant envers moi. Et je progresse en tant que professionnel parce que je m'autonomise. Ok ? Ça a du sens pour vous ? Oui ? Vous avez le droit de dire non. Hein. Top. Ah oui, petite anecdote. Ça, c'est quand on était bloqué à l'aéroport. À Miami. On a passé 15 heures à dormir comme ça, c'était pas si drôle. Très bien, tant de questions. Est-ce que vous avez des questions sur ce modèle de décision, sur l'autonomisation, la responsabilisation que nous venons de voir ? Madame. Les exemples que vous donnez, c'est dans des pays comme le Canada ou la Norvège. Est-ce que vous pensez que ça peut s'appliquer partout ? Par exemple, le modèle holacratique, c'est très présent en France. Nous, dans nos partenaires, on a des entreprises qui appliquent ces modes de décision-là. Le modèle de prise de décision par consentement, pareil, c'est présent. On a aussi dans nos partenaires des entreprises qui le font. Moi, je pense que c'est totalement compatible avec le modèle français. Et pour le coup, ça, on l'a vu. On l'a vu beaucoup au Brésil. Pas uniquement en Norvège ou en Canada, où on pourrait se dire que c'est des pays où c'est plus facile d'arriver vers ces pratiques-là. On l'a vu au Brésil, on l'a vu au Vietnam. Dans un pays, le Vietnam, globalement, la culture, c'est très hiérarchique. C'est assez proche, par moment, du modèle français avec le manager sauveur, et même c'est beaucoup plus exacerbé que ça. Donc moi, je pense que c'est largement possible, et c'est possible de le mettre en place dans des entreprises françaises. Mais selon moi, on n'a pas forcément besoin. C'est pas parce qu'on a une séparation de vie professionnelle et personnelle qu'on peut pas aller vers des. Ouais. Quand vous parlez de vulnérabilité, à un moment, je ne suis pas sûre que ça marcherait dans tous les pays. L'humilité, la vulnérabilité du manager. Je suis pas. Parce qu'il y a des pays où le manager doit montrer qu'il est fort, qu'il est invincible, qu'il est. On aime bien faire une distinction entre la culture d'un pays et la culture d'une entreprise, parce que dans chaque pays où on est allé, on a vu ce genre de culture-là. Donc on se dit qu'à l'échelle d'une équipe, c'est possible de mettre en place une culture avec une culture d'humilité, de vulnérabilité. Et souvent aussi, ça dépend des personnes. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a des leaders là-dedans qui vont plus loin vouloir mettre en place cette culture-là, et après qui souvent vont être à l'origine des recrutements, donc ils vont recruter des personnes aussi dans cette mentalité-là. Donc moi, je ne crois pas que dans un pays, ce ne soit pas possible de mettre en place certaines pratiques, et encore moins en France, où on entend souvent en France, ça va être impossible, il y aura impossible de parler de nos émotions, tout ça. Moi, j'y crois pas tant que ça, et on le voit dans nos partenaires, on a des entreprises qui le mettent en place au quotidien. Oui. Mais c'est vrai que après, ça va aussi déterminer qui on recrute. Parce que moi, je connais le cas d'une entreprise française qui a une Chinoise qui a démissionné à la suite d'une réunion en disant qu'elle ne pouvait pas travailler dans une société où on parlait comme ça à son manager. Ouais, non, c'est clair. En Corée du Sud, par exemple, il y a un tel impact sociétal dans les entreprises que c'est très compliqué de faire ça. C'est un pays avec beaucoup de confucianisme, donc un impact de la hiérarchie qui est très très fort. On ne peut pas prendre la parole. Par exemple, les femmes
les femmes juniors ne peuvent absolument pas prendre la parole dans les réunions. Il y a souvent un manager qui, pendant plus de 2 heures, va parler, souvent un homme âgé. Il y a un respect très très fort de l'ancienneté. Là, évidemment, c'est compliqué. Et encore, là, on l'a vu, on voulait vous en parler un petit peu après si on a le temps. Une entreprise, donc c'est l'entreprise Adecco, qui en Corée du Sud a complètement changé la culture en mettant en place des process complètement différents et en cassant ça. Mais ça a été un travail très très compliqué, très dur, et c'est un engagement énorme, encore une fois, qui est initié par un leader qui arrive et qui est conscient de ces sujets-là. Et lui, par exemple, non mais c'est vrai, il s'est fait menacer par un manager coréen qui est rentré dans son bureau et qui lui a dit tu vas vite refaire tes affaires et rentrer chez toi, quoi. Donc c'est aussi pour montrer la complexité de ces sujets-là. Vous avez tout à fait raison. Pour continuer à implanter ce genre de culture, le recrutement va être très important. Parce qu'on va recruter que des personnes qui vont y être sensibles. C'est ce qu'on appelle le terreau de l'engagement. Vous avez tout à fait raison. Oui. Moi, c'est une question assez générale sur l'Odyssée. En général, je ne sais pas si je la pose maintenant. On peut la faire juste on finit la conf et on te laissera. Il n'y a pas de problème. Oui, Aurore. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce que vous vous êtes posé vous-même la question des valeurs ? Parce que finalement, ces pratiques, elles ne peuvent s'incarner que si derrière, on a des personnes qui sont vraiment sincères, authentiques, etc., qui partagent un certain nombre de valeurs. Alors, est-ce que vous avez pu l'observer ? Quels sont vos retours par rapport à ça ? Alors, dans les entreprises ou par rapport à nous ? Plutôt dans les entreprises. Plutôt dans les entreprises. C'est une très bonne remarque. C'est pour ça que je parlais du recrutement avant. Aujourd'hui, on a deux caractéristiques du recrutement, en France en tout cas. C'est généralement ce qu'on fait, c'est qu'on a un appel RH de 20 minutes pour savoir si on fit à peu près avec la culture. Après, un entretien technique. Et puis après, un deuxième entretien technique avec le N+2 ou N+3. Généralement, c'est ce qui se passe. Et là où on a vu des vraies différences avec les valeurs tout à l'heure quand on parlait de Miles, c'est que la répartition du fit for role, c'est-à-dire ma compétence technique, qui en France est très importante, beaucoup plus importante que mon fit for all, qui est mon adéquation, moi, mes valeurs, avec l'entreprise et les valeurs que celle-ci prône. C'est-à-dire que on va, dans les pays, par exemple en Norvège ou au Canada, faire très attention à l'adéquation entre ce que vous êtes, vous, et on va presque plus aller demander ça, chercher ça à l'entretien, que vos compétences techniques. Alors qu'en France, on est à 70% sur le technique, et à 30% on regarde, si vous êtes à peu près dans les valeurs de l'entreprise. Mais dans toutes les entreprises où on a réussi à avoir ce cercle vertueux créé avec la culture de confiance et tout, on a regardé s'il y avait un terreau d'engagement, c'est-à-dire si les leviers que j'avais prévus après pour engager mon salarié étaient présentes lors du recrutement. Pratique de dingue chez Miles encore. Au 3e recrutement, donc ils font un entretien de fit, mais costaud, un entretien technique, et au 3e recrutement, ils demandent aux salariés d'établir une liste de 10 personnes. Ça peut être n'importe qui. Ça peut être mon professeur, mon papa, ma maman, ma copine, etc. N'importe qui, mais j'en veux 10. Et ils vont appeler ces 10 personnes pour savoir comment se comporte la personne au quotidien. C'est une horreur pour David. C'est une horreur. Ah ouais, non, mais complètement. Alors on a eu la réaction dans d'autres. Moi, je trouve ça marrant, mais il y en a plein qui détestent ça, qui disent que c'est une entrave à l'intimité et tout, je peux comprendre. Mais là, on est dans le paroxysme de je regarde si mon salarié va correspondre à ce que j'ai envie de prôner ensuite dans les valeurs. On a d'autres moyens de le faire. Monsieur Aurore, ça répond bien à votre question. Sur c'était plus facile. C'était plus facile en fait. C'était plus facile d'engager par la suite. Si vous avez des personnes qui répondent, qui sont sensibles à ce que vous prenez par la suite, vous avez plus de chances de les engager, de créer de la valeur avec eux et de mettre en place les leviers que vous avez prévus. C'est ce que je retiens.
Moi, j'ai une image par rapport à ça qui m'a marqué, c'est celle du mariage. C'est un manager qui nous a donné ça. Il nous a dit finalement, un recrutement, c'est comme un mariage. Il faut annoncer la couleur, c'est-à-dire il faut annoncer ce qu'on va vivre dans l'entreprise. Il faut annoncer ce qu'on va vivre ensemble. Et j'ai trouvé cette image assez pertinente par rapport à l'adéquation des valeurs entre les deux. Non, mais c'est au moins d'être transparent. Non. Ouais. Mais au moins d'être transparent par rapport au quotidien, par rapport, ce qui n'est pas toujours le cas, je pense, avec certaines entreprises. Bonjour, Florian Roch. Félicitations pour votre travail. Pour prolonger l'une des questions, une des questions qui est récurrente et qui est un peu le fil rouge, qui est la question de l'adaptabilité et la compatibilité de ce système, de ces systèmes que vous décrivez en général dans les entreprises, mais notamment dans des entreprises qui ne se sont pas développées nativement, si j'ose dire, autour de ces valeurs. Vous avez cité Roche, je crois, que vous avez rencontré, alors qui est une entreprise que je connais un petit peu, et qui est passée, à ma connaissance, justement d'un modèle alors très laboratoire pharmaceutique très traditionnel, très fort, mais très traditionnel, suisse alémanique, etc., à distribuer le bouquin de Lalou comme livre de chevet de tous ses managers. Et c'est quand même un gros choc culturel. Est-ce qu'on peut creuser autour de ce cas-là, si vous avez des différents éléments de comment ça a été vécu et comment ce choc de culture s'insère dans finalement le quotidien des salariés et des managers? Alors, on a un exemple après sur une entreprise islandaise qui est passée d'une culture hyper traditionnelle à une culture beaucoup plus innovante en management. Donc, on s'arrêtera peut-être plus sur ce cas si ça ne vous dérange pas. Mais en effet, l'entreprise Roche, ils ont mis ça en place. Nous, on a senti qu'il y avait des difficultés au quotidien et notamment sur la manière de prendre les décisions, comme je le disais tout à l'heure, dans des décisions qui sont super importantes, avec des enjeux juridiques forts derrière. Donc là, il y avait des grosses problématiques. Mais on s'arrêtera plutôt sur le cas après, si ça ne vous dérange pas. Il nous reste une troisième partie, mais on a encore plein de choses à vous montrer. Il nous reste que 30 minutes, donc on va peut-être accélérer sur la partie flexibilité. Je ne sais pas si on passe ça et on monte. La question de la flexibilité, alors vous en avez déjà tous entendu parler. Nous, on l'a vu partout, dans tous les pays. On parle de flexibilité spatio-temporelle. Donc, c'est à la fois où est-ce qu'on travaille et quand est-ce qu'on travaille. Et l'idée juste derrière que j'aimerais vous faire passer, que c'est quelque chose, c'est le passage de la culture du présentéisme à la culture du résultat. Ça, c'est complètement intériorisé dans les cultures norvégiennes, canadiennes. On est dans une culture du résultat et ça influe complètement la manière de travailler. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout d'horaire fixe. Bon, en Norvège, les horaires, c'est à peu près 8h, 16h30 pour vous donner une idée de la manière dont ils travaillent. Mais globalement, c'est très flexible. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fini votre travail, vous partez. Les Norvégiens détestent le présentéisme. Ça, c'est Christian, qui est un franco-norvégien, qui nous disait voilà, les Norvégiens haïssent le présentéisme. Et là, encore une fois, c'est les managers qui donnent l'exemple. C'est-à-dire qu'une fois que le manager il a fini son travail, il part, on peut partir avant son manager, on peut partir aller chercher ses enfants à l'école et après retravailler le soir. Ça, c'est complètement intériorisé et vous n'êtes pas évalué par votre nombre d'heures à travailler, vous êtes complètement évalué sur le résultat. Et par contre, ça s'accompagne, et c'est pour ça qu'on vous parlait dans un premier temps de la culture de confiance, ça s'accompagne d'une confiance qui est très forte. La flexibilité, pour nous, l'enjeu derrière, c'est la confiance. Comment je fais confiance à mes employés et comment je suis sûr qu'ils vont atteindre les résultats. Voilà, on veut quand même vous montrer très rapidement, je pense qu'on a le temps, des modèles un peu innovants qu'on a vus sur les questions de flexibilité, des choses nouvelles. Au Brésil, on s'est rendu compte qu'ils n'aimaient pas le travail hybride. Et pourtant, on en entendait parler en France, c'est la solution qui s'impose. Et la distinction qu'ils font, c'est la distinction entre le remote work, donc c'est le fait de vraiment avoir une culture digitale, et le télétravail, qui est avoir 1 ou 2 jours de télétravail, mais de garder une culture qui est complètement celle d'une entreprise physique. Et donc, ils font beaucoup cette différence-là, et eux, ce qu'ils veulent, c'est le remote work. C'est-à-dire que c'est une culture totalement digitale et donc ils mettent en place plein de pratiques pour avoir cette culture digitale. Et pourtant, ils gardent des locaux, donc là c'est les locaux que vous voyez, mais le local devient un espace social, c'est un espace d'échange, c'est un espace dans lequel on peut aller travailler, mais on peut totalement travailler indépendamment de ces locaux-là, ce qui ne va pas être le cas pour les entreprises qui sont dans une logique de télétravail. Donc ça, on voulait vous le montrer. Ça s'accompagne à chaque fois d'un onboarding qui est juste hallucinant.
Et alors ça, c'est une entreprise qu'on a vue au Brésil qui s'appelle Wikianga. C'est une entreprise qui est en total remote work, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de bureau. Et ils ont, au moment où vous rentrez dans l'entreprise, et même au quotidien dans l'entreprise, ils ont ce wiki qui est une explication de toute la culture de l'entreprise, qui est une explication des méthodes de recrutement, une explication du fonctionnement, du modèle de gouvernance. C'est un niveau de détail qui est juste hallucinant. On peut vous l'envoyer aussi. C'est en portugais, mais il y a la traduction qui est disponible sur Google Traduction pour vous donner aussi le niveau de détail qu'on va retrouver là-dedans. Et ça, c'est commun à toutes les entreprises qui se mettent dans une culture de remote work avec des onboarding très très poussés. Oui, Ah, super. Si ça marche, c'est génial. Je voulais vous présenter ça. On a découvert ça en Corée du Sud. Ça, c'est moi dans un métaverse, dans un bureau. Ils ont créé un bureau. C'était une entreprise de real estate de base. Et ils ont créé un bureau métaverse. Ils veulent répondre à un besoin, c'est celui qu'on a beaucoup mentionné pendant le Covid, qui était qu'on a arrêté d'avoir de l'intelligence collective et de création lorsqu'on était en télétravail. Et donc, ils voulaient faire ça. Donc ça, c'est moi. Et donc, ils ont créé un monde qui s'appelle PropTech, où vous pouvez faire à peu près tout ce que vous pouvez faire dans un bureau normal, hein, en réalité, sauf que vous êtes dans un monde virtuel. Donc là j'ai un peu accéléré parce que en fait j'avais pas trouvé la bonne sortie. Je me suis mis un beau polo vert, vous avez vu. Donc là alors ça je vais vous le montrer parce que c'est intéressant. Là ils ont créé un lobby. Là, vous voyez personne parce que c'était 3h du matin en Corée du Sud, mais normalement, il y a du monde et vous avez différentes entreprises. Donc, vous pouvez aller parler avec les gens qui seront assis de ce côté-là. Et ils font exprès de vous faire passer par l'ascenseur pour prendre l'ascenseur avec les gens et de pouvoir discuter et de créer des synergies avec d'autres entreprises. Bon, là, on est dans le futur. Hein. Non, horrible. Et ouais, alors regardez, ça c'est intéressant. Non. Ouais, donc je suis tout content de prendre l'ascenseur. On prend l'ascenseur et là, comme vous pouvez le voir, c'est toutes les entreprises qui ont acheté en fait une possibilité d'être dans ce métaverse. Là, vous voyez toutes les entreprises ici. Et on peut créer des synergies avec les entreprises qui sont présentes. Et chaque entreprise a son bureau. Vous allez juste vous payer un abonnement comme dans un coworking et vous rentrez comme ça. Moi, je suis rentré, je crois, dans le public coworking où tout le monde peut aller. Et là, je vais rentrer dans une salle, où je peux aller travailler tranquillement. Encore une fois, il n'y aura personne. Mais vous voyez, vous avez des vrais bureaux. Je peux tout faire. Ça, on a parlé avec le directeur commercial. Dans 3-4 ans, si ça arrive en France, ça élimine Teams, ça élimine Zoom, parce que je peux tout faire, je peux partager mon écran, je peux faire une conférence avec tout le monde, je peux appeler, je peux discuter avec les gens, c'est ça qui est fou. C'est qu'en fait, là, je peux arriver vers quelqu'un, là, il n'y a personne, mais s'il y a quelqu'un en face de moi, je peux discuter directement avec lui. Juste, il peut être en Corée du Sud. Hein. La dernière fois, j'ai discuté avec le manager. Voilà, je vous montre un peu tout ce que je peux faire. Alors, c'est très marrant parce qu'on peut mettre des smileys, enfin bref, on peut faire tout ce qu'on peut faire sur un Teams, sur un Zoom. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Parce qu'on a plein de retours à chaque fois qu'on présente. Les gens sont soit effrayés, ils n'ont pas du tout envie de vivre ça, soit ils sont passionnés. Alors, qui est effrayé par le métaverse ou ce genre de truc? Est-ce que vous auriez envie de vivre ça? Ça peut être que pendant le TT. Hein. Par exemple, moi, si j'étais CEO d'une boîte, je pense que je pourrais envisager de proposer ça à mes salariés, mais que pour les jours de TT. Okay, au lieu d'être sur un Zoom ou un Teams, je leur proposerais d'aller sur le métaverse et d'échanger comme ça. Est-ce que ça vous effraie? Est-ce que vous trouvez ça plutôt intéressant? Qui trouve ça effrayant? Main levée. Ouais. 2 personnes. Ok. Pourquoi c'est effrayant? Alex, tu veux le dire? Là-bas, le micro.
m'entend? Ouais, c'est bon? Non, je trouve ça effrayant. Pourquoi? Parce que pour moi, les relations humaines, elles sont hyper importantes et ce genre d'outils vont probablement tuer les relations humaines. Même si ça favorise, comme vous le dites, la collaboration, on peut toquer à la porte d'une entreprise ou se rendre compte qui est dans notre immeuble. En réalité, ça deviendra de plus en plus difficile de créer une nouvelle relation avec ces personnes parce qu'on a beau leur parler sur Teams, avoir un échange physique, c'est beaucoup plus complexe. Donc pour moi, j'y suis pas favorable. Donc à voir comment ça évolue, c'est intéressant, mais je trouve pas qu'en tout cas avec la culture que l'on a en France, culture du partage, de la collaboration, ça fonctionne. En tout cas aujourd'hui. Très possible. Merci. Qui oui, madame, allez-y. Merci. En fait, je trouve pas ça véritablement effrayant. Je trouve ça, d'une certaine manière, inutile, au sens où, on va dire, écologie mise à part et consommation de data mise à part, qui peut possiblement être effrayant. Ça peut être vraiment effrayant, mais inutile au sens où ce qui fait du collectif, ce qui fait de la collaboration, c'est le résultat de multiples genres d'interactions. Donc, bien sûr, il y a les interactions qu'on a en physique. Et puis, finalement, travailler à distance, c'est aussi tout bêtement prendre le temps d'écrire. C'est aussi tout bêtement prendre le temps de rédiger une pensée et de la partager. Et ça peut demander des moyens qui sont extrêmement simples, comme tout simplement une fenêtre de chat ou comme tout simplement un téléphone où on n'a que la voix. Et que la voix, dans bien des cas, ça suffit amplement. Comme un Discord, par exemple. Je pense que c'est ça. Ok. Très intéressant. On va pas lancer le débat sur le métaverse parce que ça va durer des heures. Mais... Juste pour vous dire, là, l'entreprise qu'on a vue, elle s'appelle ZipBang et il y a 450 employés, ils utilisent tous ça. Alors évidemment, la Corée du Sud, on le sait, c'est potentiellement plus facile à mettre en place dans ce genre de pays. Nous, on reste persuadés que c'est des solutions qui vont quand même arriver petit à petit. Il y a des entreprises qui développent des applications comme ça en France. Voilà. Ce qui nous expliquait aussi, et je l'ai entendu, c'est que c'est une question d'équilibre. Le but, c'est que ça vienne s'ajouter à potentiellement une culture en présentiel aussi. Et c'est possible. Mais en tout cas, c'est des solutions qui arrivent et qui se développent aujourd'hui sur le marché américain beaucoup, en Corée du Sud, donc comme on vous l'a dit, alors que la Corée du Sud n'est pas du tout une culture qui est propice au télétravail, donc ça c'est intéressant aussi. Et ça va se développer petit à petit en Europe, et là il nous l'expliquait, c'est voué à se développer en Europe ce genre de solution. Et ça, vous pourrez aller voir, ça vient de sortir, c'est une start-up française qui a créé, il s'appelle La Vitre, c'est une espèce d'énorme vitre, et vous toquez, et vous avez l'impression d'être en réalité virtuelle avec les gens de vos bureaux. Vous pourrez aller voir, je ne vais pas vous mettre la vidéo, mais ça vient de sortir, c'est marrant. Question ? Oui. Moi, c'était justement par rapport à cette question d'équilibre entre présentiel et distanciel. Vous avez parlé du coup d'entreprises qui sont complètement en remote work. Est-ce que vous avez vu une différence par rapport aux entreprises qui font uniquement du présentiel ou qui mixent les deux au niveau de, je sais pas, des résultats ou de la collaboration entre travailleurs? L'enjeu énorme derrière le remote work, c'est de pouvoir travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je m'explique, c'est que c'est ce qu'on appelle le passage de flambeau, c'est ce qu'on a vu dans ces entreprises-là, c'est que vu qu'elles vont recruter des personnes qui travaillent un peu partout dans le monde, avec des fuseaux horaires différents, elles organisent le temps de travail pour faire en sorte que quelqu'un travaille sur un projet, que la collaboration après vers la prochaine personne soit totalement parfaite et que la personne qui travaille juste après puisse tout de suite reprendre ce qui vient d'être fait. Et ce qui fait qu'il y a un travail qui est continu dans l'entreprise. Donc évidemment, il y a des questions de productivité qui sont très très fortes derrière ça. Moi, je pense que on a vu des entreprises où ça marchait bien, mais parce que toute la culture est pensée autour de ça. C'est-à-dire que c'est aussi un élément de recrutement, c'est un moyen d'attirer des talents un peu partout dans le monde. Donc ça, dans ce cas-là, ça marchait. Vous pouvez aller voir une entreprise qui s'appelle Impulso. Ça fait 12 ans, ça a été des pionniers sur le remote work au Brésil. Et ils écrivent beaucoup d'articles là-dessus, ils documentent ça.
On pourra vous l'envoyer aussi dans les documents, mais en tout cas l'entreprise Impulso marche très très bien grâce notamment au remote work, et ils en ont fait une image de marque aujourd'hui, un peu comme je ne sais pas si vous avez entendu parler de la semaine de 4 jours chez LDLC, des entreprises comme ça qui font une pratique managériale très forte et qui en font une image de marque après pour leur recrutement. Je voulais juste ajouter une remarque. C'est intéressant ces exemples-là parce que ça permet aussi de regarder aujourd'hui ou hier ce qui existait déjà et qui correspond. Par exemple, si vous allez chez Renault ou chez d'autres constructeurs automobiles, le 3.8 international au bureau d'études, ça existe depuis pas mal de temps. C'est permis parce qu'il y a des logiciels standards comme CATIA pour la conception en CAO. Et donc, il y a un Français qui bosse 8 heures, il passe leur lait à un Américain qui bosse 8 heures, il passe leur lait à un Japonais qui bosse 8 heures, et ça continue. Donc, le 3.8 de la R&D existe. Et ça a des avantages, mais ça pose aussi des problèmes d'appropriation et de gestion de son travail dans des industries où, dans l'automobile en particulier, il y a une culture de l'œuvre d'art quand même. C'est-à-dire qu'on fait une bagnole, quoi qu'on dise des voitures aujourd'hui, historiquement, pour les concepteurs de voitures, quand on sort la nouvelle voiture, c'est pratiquement, on enlève le drap qui est dessus et waouh, voilà. Et le salon de Genève, etc. Et donc, c'est difficile pour les gens, il y a une pression, parce qu'ils vont revenir le lendemain, et il y a 2 mecs, ou 2 nanas, j'espère, qui auront bossé 16 heures sur leur truc. D'accord ? Donc il faut processer aussi le passage de relais. Et donc ça introduit des pressions psychologiques qui rejoignent aussi certains types de pressions qu'on voit sur les hiérarchies plates, l'holacratie, etc. C'est-à-dire que ça a l'air cool. Nous, dans des cultures où plus cool égale plus laxiste. D'accord ? Et donc, il y a y compris des employés qui vont vous dire si c'est laxiste, ça ne va pas, il faut qu'il y ait de temps en temps, faut qu'il y ait de la discipline. Donc, ça revisite les liens entre leadership, décentralisation, etc. Et historiquement, on a plein d'exemples, avant même Internet et autres, dans les grandes multinationales. Prenez General Motors, ça fait des décennies qu'ils travaillent à distance puisqu'ils sont partout. Voilà. Sauf que là, il y a le côté fascination de l'instantané du web qui fait que ça pose encore d'autres problèmes, mais je m'arrête là. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ouais. Et juste un dernier point pour conclure, c'est la flexibilité. Nous, on a du mal à prendre parti sur ces sujets-là. Je pense que ça dépend beaucoup de la culture d'entreprise. Par contre, vraiment, cette culture du présentéisme et du résultat, ça nous paraît important de changer cet état d'esprit-là. Dans les manières de travailler, qu'on s'arrête à cette culture du résultat, parce qu'en plus, après, ça permet quand même un meilleur équilibre de vie professionnelle, personnelle, avec la possibilité d'aller chercher ses enfants et de pouvoir retravailler après si besoin. Et ça pousse aussi à la productivité. On a vu des Norvégiens partir le mercredi à 16h pour aller skier et puis retravailler après. Hein. Les Norvégiens viennent au bureau avec leur ski. Donc bon, c'est quand même cool, quoi. Hein. Dis-moi. Ouais, t'inquiète, on va laisser 5 minutes. On va laisser 5 minutes. Tu veux faire l'Odyssey Managerial l'année prochaine, c'est ça? Clem, tu veux... On en accélère un peu. On va essayer de le faire assez rapidement. Du coup, c'est ce dont vous parlez tout à l'heure. On voulait vous parler un exemple de transformation managériale qui est assez extrême pour dire aussi que c'est possible de le faire en France. Et malheureusement, on n'aura pas le temps de faire celui sur la Corée du Sud. Là, c'est Brian, le CEO de Adecco là-bas, qui a juste mis en place une culture de dingue dans l'entreprise en partant d'une culture sociétale qui est la culture coréenne, où c'est très compliqué de mettre en place des changements managériaux. C'est-à-dire que c'est une culture de méfiance totale, de contrôle, de hiérarchie. Il n'y a absolument pas un terreau à l'innovation managériale et à des nouvelles formes de management. Ce qu'on va vous présenter, c'est l'entreprise Riskicop qu'on a rencontrée en Islande. Donc là, c'est le CEO Björgvin, et je ne vais pas prononcer son nom parce que c'est très compliqué. Juste un contexte très rapide, c'est une entreprise gouvernementale, une entreprise publique d'achat et de revente qui a été créée en 1948. C'est pour poser aussi un petit peu les bases. Il y a 30 salariés et sur un classement qui est l'équivalent du classement Great Place to Work, ils sont classés 130 sur 134 en 2019 dans le classement national des institutions de l'année. Donc là, c'est pour vous donner aussi un petit peu la culture qu'il y a. Une pratique qui est marquante, c'est avant que Björgvin arrive dans l'entreprise, il y avait le poster du CEO qui était affiché dans la salle de réunion principale. Voilà.
Donc pour continuer, en septembre 2020, Björkvin il est recruté et il est recruté en expliquant très clairement au board qu'il allait complètement changer la culture managériale. Et ça c'est important, c'est que dès le départ, il a un soutien du board là-dedans et on s'est rendu compte au fur et à mesure des discussions qu'une transformation managériale elle est impossible sans le soutien des leaders de l'entreprise, sans le soutien des postes de direction, et il faut absolument que ces personnes elles soient non seulement, il y a un soutien, mais qu'elles soient complètement impliquées dans ce processus-là. Petite anecdote, l'entreprise a été créée en 1948, ils n'ont pas bougé de modèle managérial depuis 1948. Ils avaient exactement les mêmes pratiques quand ça a été créé. C'est le Björkvin qui nous l'a dit, c'était assez hallucinant. Donc tout à l'heure on parlait un peu des valeurs. Ici ils ont le premier travail qu'il a vraiment fait, c'est là-dessus, c'est sur la vision, c'est où est-ce qu'on veut aller et qu'est-ce qu'on veut vivre tous ensemble. Ça c'est lui, il a coupé ses mails. Il nous racontait qu'il coupait ses mails pendant 6 mois uniquement pour travailler sur cette vision. Et donc là-dedans, c'est la fusée que vous voyez juste au-dessus, enfin que vous allez voir, ouais, que vous voyez derrière là sur la photo. Elle est affichée ça a remplacé du coup le cadre de l'ancien CEO. Et cette vision dedans, il y a des personnages qui parlent de confiance, il y a des personnages qui parlent de prise d'initiative, d'autres qui incarnent la montée en compétences. Et juste ici, les 3 planètes que vous voyez à droite, c'est des objectifs qui sont fixés. Et un des objectifs, c'était d'arriver premier au classement, le classement où ils étaient 130e. Donc le premier travail qu'il a fait, c'est reconstruire une vision. Et ça s'appelle Rikiscope 2.0, vous pouvez le voir en haut à gauche. C'est justement pour vous montrer qu'il y a une volonté d'avoir une vision d'une nouvelle entreprise. Voilà. Et il a commencé à mettre en place des actions. Donc dans la structure qui était totalement hiérarchique, il a fait quelque chose de très important, on en parlait tout à l'heure. Il a engagé les employés dans la création d'une nouvelle vision et d'une nouvelle culture. Et il leur a demandé de dessiner leur rôle. C'était des personnes qui étaient en manager sauveur depuis 50 ans. Donc on fait ça dans une structure qui était très réfractaire au changement, comme Roche pouvait l'être. Là, il supprime une certification très très chère mais peu pertinente. Il va surtout aussi changer le recrutement. Il va aller chercher des personnes qui ont envie de vivre cette aventure avec lui. On parlait du recrutement tout à l'heure, madame, c'est très important encore ici. Dans une structure trop traditionnelle, il va supprimer les inégalités de salaire entre hommes et femmes. Il va arrêter le pointage qui était encore présent. Là, on casse un peu cette culture de contrôle, de méfiance, pour pouvoir instaurer insidieusement une culture de confiance. Et enfin, on parlait du recrutement, il va engager des nouveaux managers et proposer, ça c'est très important dans le change management, il ne faut pas avoir peur de le dire, en fait, tout simplement de proposer une porte de sortie aux personnes qui n'ont pas envie de vivre ça. Et en Corée du Sud, c'était ça. C'est-à-dire que pour entamer une nouvelle culture, une transformation, la majorité des entreprises que nous avons vues, c'est des entreprises qui changent de culture après être nées après 5-10 ans. C'est une exception comme Miles de créer une culture de confiance, d'engagement, de prise de décision horizontale dès le début. La plupart, 95% des entreprises chez qui nous intervenons avec Clément en ce moment, c'est des entreprises qui changent après 40 ans d'existence. Donc là, on engage des managers, des personnes qui ont envie de vivre ça et qui ont un terreau d'engagement sur les valeurs qui sont prononcées par l'entreprise. Ici, je pense que c'est important de souligner la difficulté de cette transformation-là. Ça a été plus de 2 ans de travail. Par exemple, il a arrêté que les salariés pointent en arrivant et en partant. Et la première réaction des salariés, ça a été de dire en fait, vous enlevez ça et comme ça, pour nous faire travailler plus. Donc il y a eu beaucoup de méfiance. Les salariés ont été d'abord très réfractaires au changement et ça, c'est ce qu'on observe partout. Impossible de mettre en place une transformation managériale dans une culture comme celle-ci sans des résistances très très fortes. Et donc on se rend compte que généralement, autour de cette transformation managériale-là, il y a un ou une leader qui tient tête finalement aux managers ou aux personnes influentes de l'entreprise qui n'ont pas envie de ces changements-là. Et finalement, c'est un peu un combat jusqu'à ce qu'il y en ait un des deux qui lâche. Et on l'a vu en Corée du Sud où il y a eu cette menace, on va jusqu'à la menace. Et nous, c'est des comportements qui sont évidemment choquants, mais je pense qu'ils arrivent beaucoup plus souvent que ce qu'on ne le pense. Juste pour vous... c'était sur les difficultés, donc la suspicion, donc grande méfiance au début. Juste,
Juste dire que ce qui est primordial dans ce genre de transformation culturelle, c'est qu'on va avoir des réfractaires et c'est toujours présenter aux personnes qui sont en train de vivre la transformation culturelle pourquoi on est en train de le faire et quelle est la valeur que ça va apporter à leur quotidien par la suite. Toujours très important de communiquer, d'éduquer dans la transformation, ça on va le voir, ça fait partie de la posture du manager dans une transformation culturelle, de communiquer la valeur ajoutée et d'accompagner durant le changement. Après ça s'est fait non sans difficulté, hein, mais les résultats que vous allez voir ici sont assez impressionnants du coup. Du coup, sur les résultats, après 2 ans de transformation managériale, donc après avoir mis en place des nouvelles pratiques et où il y a déjà eu un turnover des équipes, ils passent à un turnover des salariés qui est de 30% avant 2019 et qui passe à 5% après 1 an et demi. Les taux d'absentéisme de 11 jours à 3 jours, inégalité salariale de 5% à 0. Et sur l'attractivité, donc le classement Great Place to Work dont vous parlez tout à l'heure, ils sont passés de la 130e place à la 32e. Et donc là, c'est voilà, une image qui illustre ça. Et c'est un post LinkedIn qu'on a retrouvé 2 mois après avoir rencontré l'entreprise. Et où le CEO nous avait dit, Björgvin, il nous a dit, vous verrez, on va y arriver, on va aller vers cet objectif. On sent qu'il porte ça aussi. Et cet objectif, donc l'objectif, c'est de finir premier. Et on verra dans les années à venir s'ils y arrivent. Mais en tout cas, c'était pour nous un bel exemple de transformation managériale. J'ai vraiment envie d'insister parce que ça peut paraître magique comme ça, mais quand on a vu cette personne, il y a une authenticité énorme dans la salle. On voyait avec lui tous les documents qu'il avait séparés, il y avait encore la photo du CEO, etc. Et il a insisté encore sur la difficulté de mettre en place ce genre de choses. C'est-à-dire qu'après 1 an et demi de transformation, il avait encore du mal à ce que les personnes lui fassent confiance. Et donc tout à l'heure, on parlait de la création d'une culture de confiance, qui est importante. Vous voyez le temps que ça peut prendre. Et aujourd'hui, on voit pas mal de managers avec les gens qui nous disent mais c'est tellement long, c'est tellement... Ouais, c'est très long. Mais à la fin, vous pouvez avoir des résultats exceptionnels comme ça. Mais par contre, il faut être extrêmement résilient, être patient, écouter. On en a parlé beaucoup d'écoute aujourd'hui. Écouter ce dont les salariés ont envie pour pouvoir mettre en place ce genre de choses. Moi, je propose qu'on passe directement à la posture du manager. Je viens d'en parler, mais donc, pour nous, la posture du manager et les qualités du manager dans ce genre de situation, ça va être la patience, comme on vient de le dire. On a eu plusieurs retours. Lui, il a mis 2 ans à avoir ce genre de résultat. D'autres personnes nous ont dit qu'ils comptaient entre 2 et 3 ans pour pouvoir mettre en place une transformation culturelle et d'avoir les premiers résultats. On co-crée dans le slide précédent qu'on vous a montré. La première chose qu'il fait, c'est qu'il demande aux salariés quelle est leur vision pour la boîte et quel est le rôle qu'ils ont envie de jouer là-dedans. On engage les salariés. On soutient, parce que c'est pas toujours facile de vivre le changement, et on éduque, on forme, on accompagne les personnes pendant cette phase qui est pas si facile, et on propose une porte de sortie à ceux qui n'ont pas envie de la vivre. Et donc les derniers points, donc la persévérance, comme on vous l'a dit, expérimenter, tester des choses, des nouvelles pratiques. Björgvin, il nous a expliqué qu'au début, en arrivant, il ne savait pas trop par où commencer. Et donc il a décidé de faire une pratique complètement folle, d'aller chercher les éléments les plus fous qu'il pouvait faire et de commencer à les mettre en place dans le changement. Donc c'est aussi, ça marque aussi cette expérimentation. Le courage, ça c'est un point qu'on trouve hyper intéressant et qui illustre aussi un peu ce qu'on a vu avant sur la culture de confiance, sur mettre en place un modèle de prise de décision où on libère un peu l'autorité. Ça demande un vrai courage de la part des équipes de management, de la part des managers, parce que évidemment derrière c'est un changement des schémas mentaux. Et ça, c'est cette phrase de Michel Vondock qui l'explique bien. Le plus grand obstacle est l'insécurité du dirigeant, la peur de perdre le contrôle, la peur de se faire tromper, abuser, de ne plus être important. Et donc Michel, l'entreprise, c'est le groupement des chefs d'entreprise.
ils sont dans un modèle de gouvernance du coup qui est plat. Et pour arriver à ce modèle-là, ce modèle horizontal, la première chose qu'ils ont faite, c'est que tous les managers, toutes les équipes de management sont allés en formation, en thérapie. On leur a expliqué le pouvoir, les rapports de force. Et donc ça, pour nous, ça demande une vraie posture de courage et ça demande aussi un développement personnel de la part des managers pour initier un changement et remettre en question parfois aussi leur statut et leur légitimité. On va conclure parce qu'il ne reste que 3 minutes. On va pas vous présenter toutes nos lignes de convergence, mais on va vous présenter la plus importante, qui est que on est persuadé, et ça, en fait, avec Clément, et ça vient d'interviews de plusieurs personnes que vous avez vues pendant le tour du monde, que l'innovation managériale, en fait, permet à terme, et sur le long terme, d'obtenir un avantage concurrentiel que vous ne pourrez pas avoir qu'avec un service ou un produit, parce que vous allez être rattrapé par un concurrent à un moment donné. Alors que l'innovation managériale, c'est tellement difficile à répliquer, parce que ça dépend de l'humain, ça dépend de ce que vous allez demander à vos salariés, ce qu'ils ont envie de vivre, comme chaque humain est différent, chaque personne est différente, ça va être très difficile à copier. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a plein d'entreprises qui se cassent un peu la tête à recopier des modèles qu'ils peuvent voir dans les livres. Ah ouais, je vais recopier ce que fait Michelin. Mais en fait, ça ne marche pas, parce que vos salariés, ils n'ont pas envie de vivre ça. Vous leur avez pas demandé ce qu'ils avaient envie de vivre. Et donc, j'aime beaucoup cette phrase de ce corporate rebels qu'on a vu, qui s'appelle Bierté, qui disent que les entreprises n'atteignent pas d'avantages compétitifs de long terme avec les services ou les produits qu'elles vendent, mais plutôt avec les innovations managériales qu'elles créent. Voilà. Et bah écoutez, on était ravis avec Clément de pouvoir vous présenter tout ça. On espère que ça vous a plu. On va lancer une sortie de questions. C'est parti.